Alors que j'aidais ma fille à étudier, ma belle-mère est entrée et a éteint la lampe de bureau pour économiser l'électricité. Je lui ai lancé un manche à balai, dehors de ma maison. Puis j'ai coupé son soutien mensuel. Sa famille entière est devenue pâle. Seattle au début de la saison des pluies peut changer très vite. À midi, le soleil semble cuire l'asphalte, mais l'après-midi, le vent tourbillonne entre les immeubles de grande hauteur, apportant l'odeur de la terre mouillée et le son de la forte pluie trempant le balcon. C'est dans une saison comme celle-là que j'ai cru un jour avoir le mariage le plus parfait de ma vie. Je m'appelle Clara Dubois. À cette époque, j'avais 34 ans et je travaillais comme comptable pour un distributeur de fournitures médicales au centre-ville de Seattle. Mon mari, Benoît Leclerc, avait 2 ans de plus que moi et travaillait comme technicien électricien. Nous avions une fille nommée Alice qui venait d'entrer en 3e année. C'était une enfant intelligente, un peu maigre, mais très affectueuse. Si l'on regardait de l'extérieur, il n'y avait rien d'inquiétant dans notre famille. Mon mari avait un emploi. J'avais un revenu stable, une fille adorable et un appartement d'une valeur de plus de $600 000 en plein cœur de Seattle. 3 ans auparavant, juste après notre mariage, mes parents avaient vendu un terrain dans leur ville natale de Spokane. Ils avaient gardé ce terrain depuis mon enfance, prévoyant de l'utiliser pour leur retraite. Mon père avait également vidé son compte d'épargne, et mes parents avaient puisé dans les investissements de retraite qu'ils avaient accumulés pendant des années. Au total, ils m'avaient donné $450 000. Le jour où l'argent a été viré, ma mère s'est assise au bord du lit, m'a pris la main et m'a dit « Maman et papa ne te donnent pas cet argent pour que tu sois meilleur que n'importe qui d'autre. Nous espérons juste qu'après t'être marié, tu auras ta propre maison et que tu n'auras pas à déménager constamment d'un appartement loué à l'autre. » Je l'ai écouté, les larmes aux yeux. Benoît était également assis à côté de moi. « Ne vous inquiétez pas, Clara et moi vivrons une belle vie. Nous ne vous donnerons pas de soucis. » Le solde restant, environ $150 000, provenait de l'argent de notre cadeau de mariage et de nos économies communes. L'appartement coûtait $100, 3 chambres, pas trop luxueux, mais spacieux avec un balcon donnant sur une cour intérieure plantée de cerisiers en fleurs. Pendant le processus de clôture, mon père a dit que puisque l'argent de notre côté était beaucoup plus important, l'acte de propriété devrait être à mon nom pour l'instant. Plus tard, après que nous ayons vécu ensemble pendant longtemps, nous pourrions reconsidérer la chose. En entendant cela, j'ai ri. J'ai dit à mon père qu'il s'inquiétait trop. Benoît était mon mari, pas un étranger. Ma mère m'a regardé et m'a dit que les documents restent des documents. Ils avaient juste peur que je ne perde à la fin. J'ai passé mon bras autour des épaules de ma mère et lui ai dit que je l'avais épousée pour la vie. J'ai dit qu'être méfiant juste après le mariage allait à l'encontre du but d'être mari et femme. Finalement, à mon insistance, l'appartement a été mis aux 2 noms. Le jour où nous avons eu les clés, Benoît s'est tenu au milieu du salon, qui sentait encore la peinture fraîche, m'a passé le bras autour de moi et a souri. Il a dit que quand nous serions vieux, il s'assiérait toujours sur cette chaise à boire du thé avec moi. Je l'ai poussé doucement et lui ai dit d'acheter la chaise d'abord avant de parler. Il a ri et a dit qu'il serait celui qui achèterait la chaise puisque j'avais déjà pris en charge presque toute la maison. À l'époque, je pensais que c'était juste une blague. Je n'ai jamais pensé qu'un jour cette même maison me ferait comprendre comment une famille pouvait se désagréger à cause de choses aussi insignifiantes. Environ 4 mois plus tard, Benoît a suggéré de faire venir ses parents de leur ville natale rurale pour vivre avec nous. Mon beau-père, Armand, était un retraité tranquille qui ne recevait qu'une petite pension. Ma belle-mère, Martine, était une femme agile et vive, mais son tempérament était assez dur. Il vivait dans une vieille maison dans une petite ville. Et chaque fois qu'il devait aller à Seattle pour des examens médicaux, il devait prendre un bus Greyhound dès l'aube. Le voyage était toujours épuisant. Benoît m'a demandé ce que je penserais de demander à ses parents de vivre ici. Il a souligné que l'appartement avait un ascenseur, que l'hôpital était proche, et que quand Alice irait à l'école, quelqu'un serait à la maison avec elle. J'y ai réfléchi toute la nuit, puis j'ai accepté. Je lui ai dit de dire à ses parents d'emménager puisque nous avions 3 chambres et qu'une pouvait être pour eux. Benoît a semblé soulagé. Il a dit qu'il savait que je comprendrais. J'ai même plaisanté en disant que si je ne comprenais pas, il bouderait toute la nuit. Peu après, Armand et Martine ont emménagé. La jeune sœur de Benoît, Rachel, travaillait également à Seattle à l'époque, louant un studio à près de 10 miles de chez nous.
Voyant ses parents vivre avec nous, Martine a demandé ce que nous penserions de laisser Rachel emménager aussi. Il est resté une chambre vide, et elle trouvait dommage que Rachel doive payer des milliers de dollars de loyer chaque mois. J'étais un peu surprise car j'avais prévu de transformer cette chambre en bureau dédié pour Alice, mais je me suis dit que Rachel n'était pas mariée et travailler seule dans une grande ville devait être difficile. J'ai hoché la tête et lui ai dit de dire à Rachel d'emménager pour que la maison soit plus animée. Rachel était ravie d'apprendre la nouvelle. Quand elle a déménagé ses affaires, elle m'a serré dans ses bras. Elle a dit qu'elle n'était là que temporairement et a promis qu'une fois mariée, elle déménagerait immédiatement et ne prendrait pas la chambre de sa nièce. J'ai souri et lui ai dit de rester, demandant qui la mettrait à la porte. Les premiers mois se sont sentis très paisibles. Le matin, Martine se levait tôt pour préparer du gruau ou des crêpes. Armand emmenait souvent Alice se promener le matin au parc. Le soir, toute la famille se réunissait à table. Parfois nous avions un rôti de bœuf, parfois une soupe de nouilles au poulet. Un jour, Martine a préparé son pain de viande spécial et a dit que vivre à Seattle, mais pouvoir manger des plats faits maison était vraiment le meilleur. Je le pensais aussi. Une fois rentré du travail, j'ai vu ma fille peler une orange avec son grand-père sur le balcon. Pendant ce temps, dans la cuisine, ma belle-mère faisait sauter des légumes. Je suis resté un instant à la porte, me disant à quel point j'étais chanceuse. J'ai cru un jour que cette scène durerait pour toujours. Mais de petits changements ont commencé à apparaître. Lentement, Martine a commencé à s'habituer à tout gérer dans la maison, quel placard pour ranger quoi, quelle marque de ketchup acheter, quel devrait être le menu du dîner, à quelle heure les rideaux du salon devaient être fermés. Elle avait une opinion subtile sur tout. Au début, ça ne me dérangeait pas. Il est normal que les parents vivant avec vous veuillent t'aider à ranger la maison. Une fois, j'ai entendu Martine parler à une voisine dans le couloir. Elle a dit, notre maison a 3 chambres, donc les enfants peuvent vivre confortablement. Les mots, notre maison, m'ont figé un instant, mais j'ai ensuite ri de moi-même. Ma belle-mère vit ici, alors qu'y a-t-il de mal à l'appeler notre maison? Je ne savais pas qu'à partir de ces 2 mots très normaux, les frontières dans cette maison commençaient à s'estomper petit à petit. Un soir, je venais de changer les rideaux du salon. Martine est sortie de la cuisine et les a regardés. Elle m'a dit que la prochaine fois que je voudrais acheter quelque chose pour la maison, je devrais lui demander d'abord, affirmant que la couleur se salissait facilement. J'étais un peu surprise et lui ai dit que je pensais qu'une couleur claire rendrait la maison plus spacieuse. Martine a tiré le bord du rideau et a secoué la tête, disant « Les jeunes ne se soucient que de l'apparence des choses, mais quand il s'agit d'une maison, il faut penser à long terme. » Benoît, qui était assis à proximité, a juste ri. Il m'a dit de ne pas le prendre à cœur parce que sa mère ne faisait que parler. J'ai ri avec lui. À l'époque, je pensais encore que ce n'était qu'une différence générationnelle. Je croyais toujours que cette maison était la mienne. Je croyais toujours que Benoît serait le médiateur pour maintenir l'équilibre. Et je n'ai absolument jamais imaginé que seulement 3 ans plus tard, dans l'appartement acheté avec presque tout le travail acharné de mes parents, je me poserais une question très triste. Suis-je réellement la propriétaire, la belle-fille, ou simplement quelqu'un autorisé à vivre ici tant que je suis obéissante? Après que toute la famille de mon mari est emménagée, notre appartement a eu un rythme de vie très différent. Les matins étaient plus occupés, les dîners duraient plus longtemps et le son de la télévision dans le salon était plus fréquent. Je partais toujours tôt au travail, m'arrêtais à l'épicerie près de l'appartement, puis rentrais à la maison pour cuisiner avec ma belle-mère. À l'époque, je ne sentais rien d'étrange. J'étais même heureuse que quelqu'un aide aux tâches ménagères. Cependant, les problèmes financiers ont commencé à pencher lentement sans que personne n'en discute ouvertement. En tant que comptable, j'étais habitué à payer toutes les factures à temps. L'électricité, l'eau, Internet et les frais de copropriété étaient tous automatiquement prélevés sur mon compte courant. Je payais aussi fréquemment pour l'épicerie puisque le magasin était sur mon chemin du retour du travail. Quand la machine à laver est tombée en panne, c'est moi qui ai appelé le technicien. Quand le robinet de la cuisine a fui, j'en ai acheté un nouveau. Si Alice avait besoin de livres, d'uniformes ou de frais de tutorat, c'est moi qui transférais l'argent. Benoît continuait à travailler comme d'habitude. Son revenu n'était pas petit, mais au début de chaque mois, il transférait 1500 $ à sa mère. J'ai découvert cela la première fois en vérifiant les dépenses sur mon téléphone. Je lui ai demandé à quoi servait ce transfert de 1500 $.
Benoît, en enlevant sa montre, a répondu très naturellement qu'il avait demandé à sa mère de le garder. Je lui ai demandé à quoi il était gardé. Il a dit que c'était pour nos économies. Il a mentionné que même avant que nous nous marions, il avait un compte d'investissement commun avec sa mère. Il a insisté pour laisser l'argent là, affirmant qu'elle était très douée pour le gérer et que ce serait notre filet de sécurité ultime. J'ai ri et lui ai demandé s'il laissait vraiment encore sa mère détenir son argent après des décennies. Benoît a ri aussi et a dit que sa mère était meilleure pour économiser. Il a dit que plus tard, si nous avions besoin d'acheter une voiture, de rénover la maison ou de payer les études d'Alice, nous pourrions simplement le prendre. Martine a ensuite pris l'initiative d'expliquer. Elle a dit qu'elle l'aidait juste à gérer son portefeuille. Elle m'a assuré qu'elle ne toucherait pas un sou, disant qu'elle le faisait fructifier pour nous deux. Elle m'a assuré qu'elle ne prendrait pas l'argent, disant qu'elle l'économisait pour nous deux afin que lorsqu'il y aurait une grosse dépense, nous aurions un filet de sécurité. J'ai accepté et lui ai dit que je n'avais jamais pensé qu'elle le prendrait. Martine a hoché la tête, disant que les jeunes couples gaspillaient parfois leur chèque de paie pour des choses inutiles, donc avoir un compte désigné géré par quelqu'un d'expérimenté était une décision intelligente. À l'époque, j'ai trouvé que son explication avait du sens. Armand avait une pension, mais pas beaucoup. Chaque mois, il en économisait une partie pour acheter des médicaments et des articles personnels et en donnait un peu à Martine. Il ne gérait jamais les finances du ménage et demandait rarement qui payait quoi. Rachel ne travaillait que depuis quelques années. Son revenu était irrégulier car en plus de son travail principal, elle vendait aussi des choses en ligne. Elle s'excusait souvent auprès de moi, disant qu'elle était contente de pouvoir économiser sur le loyer en vivant ici et promettait d'offrir un grand dîner à toute la famille une fois que son entreprise décollerait. J'ai juste souri et lui ai dit de prendre soin d'elle d'abord. Au début, je n'ai vraiment jamais tout calculé sou par sou. La facture d'électricité a augmenté, mais je pensais que c'était parce que la maison était plus animée. La facture d'épicerie était plus élevée, mais je pensais que c'était parce qu'il y avait 3 personnes supplémentaires. Puisque j'avais accepté de vivre ensemble, je ne voulais pas faire de tout un problème. Mais un soir, j'ai additionné toutes les dépenses mensuelles et j'ai été stupéfaite. Presque tous les coûts d'exploitation de cet appartement provenaient de mon compte. Je me suis tourné vers Benoît et lui ai demandé si nous pouvions parler d'argent une minute. Il regardait un match de football, les yeux toujours rivés sur l'écran. Il m'a dit de continuer. Je lui ai dit qu'à partir du mois prochain, il ne devrait plus envoyer les $1500 à sa mère. J'ai suggéré de créer notre propre compte d'épargne commun et j'ai dit un montant clair pour aider nos parents. Benoît a immédiatement tourné la tête et a demandé pourquoi cela arrivait si soudainement. Je lui ai dit que ce n'était pas soudain. Nous avons un enfant et nous devons savoir exactement combien nous économisons chaque mois. Actuellement, son argent était chez sa mère et je payais nos frais de subsistance, ce qui signifiait que nous n'avions pas de fonds communs clairs. Benoît a froncé les sourcils. Il a soutenu que l'argent détenu par sa mère était également des fonds communs. J'ai souligné que je ne savais pas combien il y avait. Il a ri et m'a traité de comptable, disant que je voulais un bilan pour tout. J'ai ri avec lui, mais je ne trouvais pas ça drôle. Je lui ai demandé si les finances familiales n'étaient pas mieux transparentes. Benoît a baissé la voix et a demandé ce que sa mère penserait s'il lui disait soudainement d'arrêter d'économiser son argent. J'ai demandé pourquoi elle y penserait trop, soulignant qu'il avait une femme et un enfant, donc gérer ses propres finances était normal. Il a soupiré et m'a dit que je ne connaissais pas sa mère. Il a dit qu'elle penserait que c'était moi qui lui disais de récupérer l'argent. Je l'ai regardé et lui ai demandé s'il avait plus peur que sa mère le méprenne que de vouloir que nos finances soient claires. Il a baissé le volume de la télévision et a dit qu'il ne voulait juste pas qu'une maison paisible ait des problèmes. Il a insisté sur le fait que l'argent détenu par sa mère était aussi notre argent et ne disparaîtrait nulle part, demandant pourquoi j'étais si inquiète. J'ai fait une pause. Je savais que Benoît était habitué à confier son argent à sa mère avant que nous nous marions. Si moi, qui n'étais sa femme que depuis quelques années, je le forçais à le reprendre. Martine pourrait vraiment penser que je voulais la séparer de son fils. J'ai demandé s'il savait au moins combien avait été collecté. Benoît a semblé confus un instant, disant que cela devait être beaucoup, mais il n'avait jamais demandé les détails. J'ai regardé mon mari. Il envoyait de l'argent régulièrement chaque mois, mais ne connaissait pas le solde. Il a raisonné que sa mère était celle qui le détenait, pas un étranger. J'étais sur le point de parler à nouveau,
mais depuis le salon, Martine a appelé, demandant à Benoît de regarder son téléphone car il ne se connectait pas au Wi-Fi. Benoît s'est levé immédiatement, m'a dit qu'il serait de retour tout de suite, et notre conversation s'est terminée ainsi. Pas de dispute, pas de mots durs, juste un problème qui aurait dû être résolu et qui a été reporté à nouveau. Quelques jours plus tard, en lavant des légumes dans la cuisine, Martine m'a soudainement dit qu'un mari et une femme devaient être intelligents pour économiser de l'argent. Elle a dit qu'ils ne devraient pas dépenser à leur guise simplement parce qu'ils recevaient un chèque de paie chaque mois. J'étais un peu surprise et lui ai dit que j'économisais de l'argent. Tandis qu'elle continuait à laver les légumes, elle a dit qu'elle me rappelait juste, réitérant que l'argent de Benoît avec elle était pour nous deux et qu'elle n'en avait pas utilisé un sou. Je ne savais pas si Benoît lui avait parlé de notre conversation. Entendre Martine dire cela m'a fait me reprocher de trop réfléchir. Martine a souri et a dit, une famille doit se faire confiance. Elle a affirmé que si les gens étaient trop calculateurs avec l'argent, la vie devenait épuisante. J'ai hoché la tête. Après cela, j'ai continué à payer les factures d'électricité, d'eau, d'épicerie et de copropriété comme d'habitude. Benoît continuait à transférer régulièrement $1500 à sa mère au début de chaque mois. Une fois, mon compte bancaire était bas parce que je venais de payer les frais de scolarité d'Alice et de remplacer le climatiseur du salon. Benoît m'a demandé si j'avais besoin qu'il me transfère de l'argent supplémentaire. Je lui ai dit que c'était bon et que je pouvais gérer. Il a souri et a dit que sa femme était incroyable. À l'époque, des compliments comme ça suffisaient à me faire sentir apprécié. Je savais que cette attitude, je peux gérer, faisait lentement s'habituer tout le monde à l'idée que chaque fois qu'il y avait une dépense à la maison, Clara s'en occuperait. Pendant ce temps, les $1500 que Benoît envoyait à sa mère chaque mois restaient dans mon esprit comme un fonds d'épargne sûr pour notre avenir et celui de notre fille. Je n'ai jamais vu le livret bancaire, je n'ai jamais demandé le solde et je n'ai jamais pensé que je devais demander à Martine comment l'argent était utilisé. Je faisais confiance à mon mari, et mon mari faisait confiance à sa mère. Et dans une famille, parfois les choses en lesquelles nous croyons le plus finissent par coûter le plus cher lorsque la réalité n'est plus ce que nous avions imaginé. Une semaine après la conversation sur l'argent, j'ai commencé à réaliser que la chose la plus épuisante dans cette maison n'était pas l'argent, mais le sentiment que quoi que je fasse, il y avait toujours quelqu'un à côté de moi pour peser, rappeler et corriger. Un samedi après-midi, Alice est rentrée de ses cours particuliers. Elle a couru à la salle de bain, et pendant qu'elle se douchait, elle a chanté une chanson qu'elle venait d'apprendre à l'école. Moins de 10 minutes plus tard, j'ai entendu la voix de ma belle-mère de l'extérieur de la porte se plaindre qu'Alice prenait trop de temps. Elle lui a dit de couper l'eau pendant qu'elle se savonnait et de ne pas la laisser couler. Ma fille s'est immédiatement tue. Quelques instants plus tard, Martine a de nouveau frappé à la porte, lui demandant si elle avait fini et déclarant que l'eau ne tombait pas du ciel. J'étais en train de plier des vêtements dans la chambre et je suis sorti immédiatement en entendant cela. Je lui ai dit qu'Alice venait d'entrer et lui ai demandé de laisser ma fille se doucher en paix. Martine s'est tournée vers moi et a dit que même en paix, il fallait savoir économiser. Elle a affirmé que si les petits-enfants n'étaient pas éduqués tôt, cela deviendrait une mauvaise habitude en grandissant. Avant que je puisse répondre, la voix d'Alice est venue de l'intérieur de la salle de bain, disant qu'elle avait fini. La porte s'est ouverte, ses cheveux encore mouillés. Elle s'est dépêchée de s'envelopper d'une serviette et a couru dans sa chambre. Cette nuit-là, j'ai dit à Benoît de parler à sa mère. J'ai expliqué qu'Alice prenait une douche, mais que sa mère frappait sans cesse à la porte, ce qui la faisait paniquer. J'ai demandé ce qui se passerait si elle glissait. Benoît, appuyé sur le lit en regardant son téléphone, a répondu que sa mère lui rappelait juste d'économiser l'eau. Je lui ai dit que je savais, mais qu'un seul rappel suffisait. Il a ri et m'a traité de trop sensible. Il a dit qu'Alice était sa petite fille et que sa mère ne ferait rien pour la mettre en danger. Je l'ai regardé un instant, puis je suis restée silencieuse. Quelques jours plus tard, un incident similaire s'est produit. Alice était maigre et avait peu d'appétit, alors j'ai acheté un carton de lait bio de première qualité qu'elle buvait habituellement à l'école. Ce soir-là, le livreur a déposé la commande. Martine a vu le reçu attaché à la boîte et a immédiatement demandé combien cela coûtait. Je lui ai dit que c'était environ $15. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a demandé quel genre de lait était si cher, disant « Les enfants peuvent très bien grandir en buvant du lait bon marché ordinaire ». Elle m'a accusé de me laisser berner par la publicité et d'être une cible facile.
J'ai expliqué qu'Alice était habituée à boire ce lait et qu'il semblait convenir à sa digestion, alors je l'ai racheté. Elle a secoué la tête et a dit, un gros salaire ne signifie pas qu'on peut gaspiller. Ajoutant que gagner de l'argent était difficile. Rachel, qui était assise en mangeant une mangue à la table d'à côté, a ri en disant que c'était drôle que je sois comptable, mais que sa mère doive encore m'apprendre à économiser. Cette nuit-là, j'en ai reparlé à Benoît. Je lui ai dit que j'avais payé le lait d'Alice et que je voulais juste que sa mère arrête de commenter chaque fois qu'elle me voyait acheter quelque chose, comme si je gaspillais de l'argent. Benoît, qui était en train de se changer, s'est retourné et a dit que sa mère ne faisait que parler, demandant pourquoi je le prenais à cœur. Je lui ai dit que c'était épuisant si ça arrivait tout le temps. Il m'a dit de ne pas trop y penser, disant « les personnes âgées aiment juste râler ». J'ai soupiré et j'ai souligné qu'il avait toujours une excuse pour défendre sa mère. Benoît m'a regardé et m'a fait un sourire rassurant, demandant s'il devait vraiment se disputer avec sa mère pour un carton de lait. Il a dit que la maison était paisible, alors pourquoi faire de ces choses une montagne? Une autre fois, j'ai acheté à Alice un ensemble de crayons de couleur et de pâte à modeler pour son cours d'art à l'école. Elle les aimait beaucoup et les gardait dans le tiroir de son bureau. Elle m'a même dit de ne les donner à personne parce qu'elle voulait les emmener en classe la semaine suivante. 2 jours plus tard, je ne les ai pas trouvés. Après avoir demandé autour de moi, j'ai découvert que Martine avait donné tout l'ensemble à une collecte pour une église locale. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait cela, expliquant que l'ensemble d'art était destiné à Alice pour l'école. Elle a répondu très naturellement, me disant d'en acheter un autre puisque l'enfant l'aimait tant. Je lui ai dit qu'elle aurait pu me demander d'abord. Le visage de Martine a légèrement changé. Elle a dit que ce n'était que des jouets d'enfants et a demandé pourquoi elle devait demander, disant qu'Alice avait déjà trop de Kaamelott et que c'était bien de lui apprendre à partager. J'ai entendu cette phrase et j'ai senti une boule dans ma gorge. Cette nuit-là, après qu'Alice se soit endormie, j'ai parlé à mon mari. Je lui ai dit que je ne me souciais pas du prix des fournitures d'art, mais ce qui me mettait mal à l'aise, c'est qu'elles appartenaient à notre fille, pourtant sa mère a estimé qu'elle pouvait les donner à n'importe qui sans demander. Benoît a soupiré à nouveau. Il m'a dit de laisser tomber et a dit que ce n'était pas si cher de toute façon. Je l'ai regardé fixement. Il était confus. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas du prix, mais des limites. Benoît a froncé les sourcils comme si le mot était trop compliqué. Je me suis assise droite. Je lui ai dit que je ne lui avais jamais demandé de prendre mon parti pour se battre avec sa mère. Je ne voulais pas non plus qu'il soit un mauvais fils. Mais quand sa mère interfère trop, j'ai juste besoin qu'il dise une chose, que sa femme a aussi le droit de décider de ses propres affaires, des biens de son enfant et de la façon d'élever son propre enfant. Benoît est resté silencieux pendant quelques secondes et a ensuite dit que sa mère avait vécu comme ça pendant des décennies, demandant comment elle pouvait être changée. Cette phrase m'a fait taire. J'ai demandé si, parce que sa mère ne pouvait pas être changée, je devais l'endurer pour le reste de ma vie. Benoît avait l'air gêné. Il a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Mais c'était toujours comme ça. J'ai souligné que quand je dis que sa mère me met mal à l'aise, il me dit d'être patiente. Et quand je dis qu'elle interfère avec notre enfant, il me dit aussi d'être patiente. Il a essayé de me passer le bras autour de moi. Il m'a dit de choisir mes batailles, disant que nous sommes une famille et que garder la paix est ce qui compte. J'ai lâché sa main, non pas par colère, mais par tristesse. Céder une fois pourrait être bien, mais si à chaque fois il n'y a qu'une seule personne qui doit céder, pour qui est vraiment cette bonté? Benoît n'a pas répondu. Quelques instants plus tard, il a changé de sujet, demandant ce que je voulais pour le dîner de demain afin qu'il puisse l'acheter. Benoît était comme ça. Ce n'était pas une mauvaise personne. Une fois que j'avais eu de la fièvre au milieu de la nuit, c'est lui qui avait couru à la pharmacie ouverte 24h24 pour acheter des médicaments et m'avait préparé de l'eau chaude. Les jours où il rentrait tôt, il allait toujours chercher Alice, lui acheter une collation, et il riait tout le long du chemin. À cause de cela, je me disais qu'il était un bon mari, juste un peu faible devant sa mère. J'avais sous-estimé le mot un peu. De l'enfance à l'âge adulte, Benoît était habitué à laisser Martine tout décider. Choisir une école, choisir un emploi, économiser de l'argent, les petites et grandes affaires à la maison. Il laissait tout à sa mère. Après le mariage, cette habitude n'a pas disparu. Chaque fois qu'il y avait un frottement, il se tenait entre deux femmes et choisissait rapidement la voie de la moindre résistance.
Sa mère était difficile à raisonner, tandis que j'étais plus facile à persuader. Si sa mère se mettait en colère, toute la maison serait tendue. Si je me mettais en colère, cela se calmerait tout seul après un certain temps. Par conséquent, celle à qui on demandait toujours de céder était moi. J'avais aussi tort. J'ai toujours pensé que rester silencieuse était le moyen de maintenir l'harmonie. Je croyais trop à l'idée de choisir mes batailles pour garder la paix jusqu'à ce que j'oublie qu'une patience infinie peut facilement devenir quelque chose que les autres tiennent pour acquis. 3 ans se sont écoulés ainsi. Pour les choses me concernant, je pouvais encore me réconforter, en me disant que je suis une adulte et que céder un peu ne me ferait pas de mal, jusqu'à un lundi soir où céder un peu ne s'est plus arrêté à moi. Ce soir-là, Alice était assise à son bureau d'études. Devant elle, une pile de livres pour préparer les examens. J'ai tiré une chaise pour m'asseoir à côté d'elle. Au moment où j'ai ouvert le livre, j'ai entendu les pas de ma belle-mère venant de la cuisine vers le salon. J'ai regardé ma fille, qui regardait la page de son livre, inconsciente que la limite que j'avais essayé de maintenir pendant 3 ans était juste devant mes yeux. C'était un lundi soir, et dehors sur le balcon, la pluie venait de s'arrêter. Le vent qui passait par l'interstice de la fenêtre apportait la fraîcheur typique de Seattle. Alice était assise à son bureau, ses cheveux soigneusement attachés. Devant elle se trouvaient des livres de mathématiques et d'orthographe. J'ai tiré une chaise et me suis assise à côté d'elle, confirmant qu'elle avait 2 examens demain. Alice a hoché la tête et a dit que son professeur lui avait dit de pratiquer la division et l'orthographe ce soir. Dernièrement, son professeur principal avait mentionné qu'Alice se penchait souvent trop près de ses livres. J'avais prévu de l'emmener faire un examen de la vue ce week-end. Son bureau d'études était près du salon, mais quelque peu bloqué de la lumière. J'ai allumé le plafonnier et sa lampe de bureau, dirigeant la lumière sur la page. Je lui ai dit de s'asseoir droite et de ne pas s'approcher trop du livre. Ma fille a souri et a accepté. J'étais en train de lui apprendre la division longue quand j'ai entendu les pas de Martine venant de la cuisine. Martine est passée, s'est arrêtée, a regardé le plafonnier, puis la lampe de bureau. Clic. Le plafonnier s'est éteint. J'ai levé les yeux. Je lui ai dit qu'Alice étudiait. Martine, tenant toujours l'interrupteur, a dit qu'il y avait déjà une lampe de bureau et a demandé pourquoi la grande lumière devait être allumée aussi. Elle s'est plainte qu'un enfant étudiait, mais que les lumières éclairaient toute la pièce, ajoutant qu'il n'était pas étonnant que la facture d'électricité soit si élevée chaque mois. J'ai essayé de garder ma voix normale. J'ai expliqué que cette zone était un peu sombre, et que son professeur avait dit qu'elle avait tendance à se pencher trop près, alors je voulais qu'elle ait suffisamment de lumière. Martine a agité la main de manière dismissive. Elle a dit qu'à son époque, il n'avait pas besoin que la maison soit éclairée comme un stade de football pour faire des maths, affirmant que les enfants d'aujourd'hui étaient trop gâtés. Je ne voulais pas discuter devant mon enfant, alors je suis restée silencieuse. J'ai dit à Alice de se remettre au travail. Juste quelques minutes plus tard, j'ai vu le front de ma fille presque toucher le papier. Je lui ai dit de s'asseoir droite. Alice a levé la tête et s'est frotté les yeux, se plaignant qu'il faisait sombre et qu'elle ne pouvait voir les petits caractères que si elle se penchait. Immédiatement, je me suis levé et j'ai rallumé le plafonnier. La lumière venait de se répandre sur le bureau quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Clic. Martine l'a éteint à nouveau. Cette fois, j'étais vraiment stupéfaite de silence. Ma belle-mère m'a regardé avec un air agacé, demandant si je ne l'avais pas entendu parler. Je me suis rapproché et j'ai rallumé la lumière pour la 3e fois, lui disant que je l'avais entendu, mais que sa petite fille étudiait. Ma voix n'était pas forte, mais tout le salon est tombé silencieux. Martine a croisé les bras. Elle a joué la victime immédiatement, demandant si elle n'était qu'une vieille folle dont les opinions n'avaient plus d'importance dans cette maison. Je lui ai dit que je n'avais pas dit ça, mais qu'à chaque fois qu'elle l'éteignait, je le rallumais. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit qu'elle pouvait économiser sur tout ce qu'elle voulait. Mais que sa petite fille étudiait et que je ne la laisserais pas appuyer son visage contre un livre juste pour économiser une ampoule. Martine a eu un rire cynique. Elle a loué sarcastiquement ma façon de parler, disant qu'elle n'avait éteint qu'une seule lumière, mais que je faisais comme si elle faisait du mal à sa petite fille. J'ai mordu ma lèvre et j'ai clarifié. Je n'ai jamais dit qu'elle lui faisait du mal, seulement qu'étudier nécessite suffisamment de lumière. Au même moment, Benoît, qui était assis sur le canapé, a levé les yeux de son téléphone, demandant ce qui se passait et pourquoi les choses étaient si tendues.
Je me suis tourné vers lui et lui ai dit de regarder sa fille. Benoît a jeté un coup d'œil vers le bureau d'études et a demandé pourquoi elle devait se pencher si près. Je lui ai dit que c'était parce qu'il faisait sombre. Il a froncé les sourcils et a dit qu'il achèterait une lampe de bureau plus lumineuse demain. J'avais l'impression d'entendre des choses. Je lui ai dit qu'il y avait déjà une lumière ici que je venais d'allumer. Demandant pourquoi nous devions attendre demain. Benoît a soupiré, disant que sa mère voulait juste économiser de l'argent. Il m'a rappelé que je savais comment était sa mère et m'a demandé pourquoi je m'y opposais encore. Je suis resté silencieuse en entendant cette phrase. Ce soir-là, c'était très différent. J'ai regardé ma fille assise, petite, à son bureau, son crayon toujours à la main. Ses yeux allaient et venaient entre sa grand-mère et ses parents. J'ai baissé la voix. J'ai dit à Benoît que pendant 3 ans, sa mère m'avait réprimandé et qu'il m'avait toujours dit d'être patiente. Benoît a froncé les sourcils et a demandé pourquoi je soulevais de vieilles questions. Je lui ai dit que je posais une question très simple. J'ai montré le bureau d'études et j'ai dit, notre enfant étudiait. Elle a dit qu'il faisait sombre. J'ai allumé une lumière supplémentaire, alors qu'y avait-il de mal? Benoît s'est frotté le front. Il a dit que rien n'allait mal, mais que sa mère n'avait pas non plus de mauvaises intentions. Il a demandé pourquoi je devais en faire toute une histoire. Je l'ai regardé fixement, sentant une froideur se répandre dans mon cœur. J'ai déclaré que maintenant, même quand il s'agissait de notre enfant, il voulait que je cède. Benoît a fait une pause et a ensuite demandé quel impact cela avait réellement, me disant de ne pas réagir de manière excessive. Cette phrase m'a fait ne plus vouloir parler. Je me suis tourné vers Alice et lui ai dit de fermer ses livres. Alice m'a regardé confuse, me rappelant qu'elle avait des examens demain. Je lui ai dit que nous étudierions toujours, mais que je l'emmenais chez tante Denise. Martine a immédiatement élevé la voix. Mon Dieu, juste à cause d'une ampoule, tu vas aussi loin. Je me suis penché, rangeant les livres de ma fille. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je l'emmenais juste dans un endroit plus lumineux pour étudier. Martine s'est avancée, demandant ce que je voulais dire en parlant comme ça, et si cette maison manquait tellement de lumière que je devais emmener sa petite fille ailleurs. Je me suis redressé. Je lui ai dit que je ne voulais pas me disputer devant Alice. Rachel a passé la tête par sa chambre et a dit en plaisantant à moitié, « Clara, allez, rapproche juste la lampe de bureau, maman essaie juste d'économiser un peu d'électricité. » Pourquoi ça doit être si tendu? Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas que la soirée d'études de ma fille se transforme en un procès pour déterminer qui avait raison ou tort. J'ai mis une veste légère à Alice, mis son sac à dos et lui ai tenu la main. Benoît s'est levé, demandant si j'allais vraiment partir. Je lui ai dit que j'emmenais Alice étudier chez Denise un peu. Il a demandé si ça devait être comme ça. Je l'ai regardé et j'ai dit, oui, ça doit l'être. Benoît est resté silencieux. Dans l'ascenseur, Alice s'est tenue près de moi. Quand les portes se sont refermées, elle a chuchoté, demandant si grand-mère était fâchée contre moi. Je me suis penché, ajustant les bretelles de son sac à dos. Je lui ai dit que c'était une affaire d'adulte et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle a demandé si allumer 2 lumières était mal. Mon cœur s'est serré. Je lui ai dit non, qu'étudier nécessite suffisamment de lumière, et qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. Ma fille a hoché la tête et a ensuite demandé si demain elle devait d'abord demander la permission à grand-mère. Je n'ai pas répondu immédiatement. Une enfant de 8 ans commençait déjà à penser que même pour allumer une lumière supplémentaire pour étudier, elle devait demander la permission. Denise vivait dans la tour d'à côté, à seulement 5 minutes à pied. Elle a ouvert la porte et a été surprise de nous voir toutes les deux, demandant pourquoi nous étions là si tard. J'ai essayé de sourire et j'ai demandé à emprunter son bureau d'études un peu pour Alice. Denise m'a regardé et a su que quelque chose n'allait pas, mais elle n'a pas demandé devant Alice. Elle a tiré une chaise et lui a dit d'entrer, plaisantant en disant que tante Denise avait beaucoup d'électricité et ne ferait pas faillite même si elle étudiait jusqu'à 22 heures. Alice a ri. J'ai souri aussi, le poids dans mon cœur s'allégeant légèrement. Denise a allumé une lampe de bureau et a demandé si c'était assez lumineux. Alice a dit que oui et a baissé les yeux pour faire ses devoirs, sa posture beaucoup plus droite. Pendant 3 ans, chaque fois que ma belle-mère m'énervait, je me suis toujours dit qu'en tant qu'adulte, je pouvais être patiente. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que si je continuais à céder pour garder la paix,
le moment viendrait où ma fille apprendrait que pour garder une maison tranquille, la partie la plus faible devait se retenir. Je ne pensais pas encore au divorce. Je ne pensais pas non plus à vendre la maison. Mais pour la première fois, j'ai commencé à me demander ce que j'avais appelé patience pendant tout ce temps. Est-ce que cela protégeait vraiment ma famille ou enseignait-il simplement aux autres qu'ils pouvaient franchir mes limites encore et encore? Depuis cette nuit, j'ai commencé à regarder ma maison d'une manière différente. Le lendemain matin, je me suis réveillé comme d'habitude, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai déposé Alice à l'école. Je n'ai pas évoqué l'incident de la veille. Benoît non plus. En allant au bureau, il a juste dit tranquillement qu'il achèterait une nouvelle lampe de bureau pour Alice cet après-midi-là. J'ai regardé par la fenêtre et lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, car la lampe actuelle était toujours bonne. Benoît a fait une pause un instant, puis a dit qu'il voulait juste que l'atmosphère ne soit pas tendue. Je n'ai pas répondu. Je commençais à me lasser de sa version de « pas tendue », car chaque fois qu'il y avait un problème à la maison, la seule façon de rendre l'atmosphère « pas tendue » était que je recule. Après le travail, j'ai récupéré Alice, l'ai nourrie et me suis assise avec elle pour vérifier ses devoirs. Ce soir-là, j'ai délibérément rapproché la lampe de bureau et j'ai allumé le plafonnier comme d'habitude. Martine est passée, nous a regardés toutes les deux, mais n'a rien dit. Je ne l'ai pas regardée non plus. L'atmosphère était si froide que le bruit d'Alice tournant les pages de son livre était très clair. Vers 21h, Alice a fini d'étudier. Je l'ai emmenée dans sa chambre, puis je suis allé à la cuisine prendre un verre d'eau. En passant devant la chambre de Rachel, j'ai vu ses portes légèrement ouvertes et l'intérieur brillamment éclairé. Rachel venait de finir sa diffusion en direct de vente de cosmétiques. 2 ring lights étaient toujours allumés, les lumières de la chambre étaient vives, le climatiseur soufflait et la télévision murale diffusait une émission de divertissement. Le plus drôle, c'est que Rachel ne regardait rien. Elle était allongée dans son lit, les jambes posées sur un oreiller, occupée à faire défiler son téléphone. Je suis resté devant la porte quelques secondes. Juste à ce moment-là, Martine est venue de la cuisine. Je me suis écarté pour qu'elle puisse passer. Elle est entrée dans la chambre de Rachel, a regardé autour d'elle et a demandé si elle avait chaud. Rachel n'a pas levé les yeux, disant qu'il faisait un peu étouffant. Martine lui a dit de baisser un peu la température du climatiseur, disant qu'elle avait travaillé toute la journée et qu'elle avait besoin d'un repos confortable la nuit. J'avais l'impression d'entendre des choses. Rachel a même ri et a dit à sa mère que si elle parlait comme ça, la facture d'électricité serait élevée et qu'elle se mettrait encore en colère. Martine a agité la main de manière dismissive, disant que puisqu'elle travaillait dans sa chambre et avait besoin de la climatisation, elle devait juste l'allumer, ajoutant que l'électricité ne coûtait que quelques centimes et que ce n'était pas grave. Je suis resté dans le couloir, ma main tenant le verre se resserrant inconsciemment. Juste quelques centimes, pas grave. La nuit dernière, ces mêmes quelques centimes l'avaient fait éteindre la lumière à plusieurs reprises pendant que sa petite fille étudiait. Je ne suis pas allé demander ou argumenter. Soudain, j'ai senti que si je me précipitais à ce moment-là, tout se transformerait en une dispute. Et puis Benoît dirait, j'adore comparer les choses. Je suis retourné dans ma chambre. Cependant, depuis cette nuit, des choses que j'ignorais ont commencé à refaire surface très clairement. Il y a environ 2 mois, j'avais acheté à Alice une paire de chaussures d'école de meilleure qualité que d'habitude. Elle était très active et ses vieilles chaussures commençaient déjà à s'écailler, alors j'en ai choisi des semelles souples pour environ $80. Martine a vu la boîte à chaussures et a demandé pourquoi j'en avais acheté d'aussi cher alors que les pieds des enfants grandissaient si vite. J'ai souri et j'ai dit qu'elle les portait tous les jours, alors j'en avais acheté des bonnes pour qu'elle soit à l'aise. Elle a secoué la tête, disant que même avec de l'argent, il fallait être intelligent pour économiser, et qu'entendre parler d'une paire de chaussures pour enfants à $80 était juste du gaspillage. Mais quelques semaines plus tard, j'ai entendu Rachel se vanter au téléphone à son ami de son nouveau téléphone avec un excellent appareil photo. Plus tard, je lui ai demandé sans engagement si elle avait un nouveau téléphone. Rachel a ri et a dit que sa mère lui avait donné de l'argent supplémentaire pour cela car la qualité des couleurs de son ancien téléphone n'était pas bonne pour prendre des photos de rouge à lèvres. Je pensais que Martine n'avait contribué que peu. Ce jour-là seulement, en y repensant, je me suis souvenu que Rachel avait dit qu'elle avait de la chance que sa mère lui ait donné plus de $1000, sinon elle n'aurait pas osé le changer. Un autre incident m'est également venu à l'esprit.
J'ai un jour demandé à Benoît si Alice devrait prendre des cours d'anglais avec un professeur près de son école. Les frais n'étaient pas trop élevés et Alice aimait ça. Martine l'a entendu et a immédiatement dit, une élève de 3e année qui apprend juste à l'école, c'est suffisant. Affirmant que la forcer à prendre diverses classes était un gaspillage d'argent et pitoyable pour l'enfant. Je n'ai pas argumenté et j'ai quand même inscrit Alice parce que je pensais que c'était bon pour elle. Le même mois, Rachel s'est inscrite à un cours personnel de maquillage et de photographie de produits pour soutenir son entreprise en ligne. Martine a plutôt dit qu'acquérir des compétences ne serait jamais une perte et elle a personnellement donné à Rachel l'argent pour payer les frais du cours. À l'époque, je n'y avais rien pensé, supposant qu'une mère aimait juste sa plus jeune fille. Mais maintenant, quand chaque incident était placé côte à côte, je voyais une ligne de démarcation très claire. Tout ce qui était pour moi et Alice était toujours remis en question. Est-ce nécessaire? Est-ce du gaspillage? N'y a-t-il pas une option moins chère? Pendant ce temps, tout ce qui était pour Rachel était souvent justifié par 2 mots, important et nécessaire. J'en ai parlé à Benoît le lendemain soir alors qu'il enlevait ses chaussures de travail. Je lui ai demandé s'il avait remarqué que sa mère traitait Rachel très différemment de nous, Alice et moi. Benoît a levé les yeux, demandant ce que je voulais dire. J'ai mentionné que la nuit dernière, la chambre de Rachel avait toutes les lumières, la climatisation et la télévision allumées, et que sa mère avait dit que ce n'était que quelques centimes d'électricité et que ce n'était pas grave. Il a légèrement froncé les sourcils, demandant si je pensais toujours à ces mots. J'ai demandé pourquoi je ne devrais pas y penser. J'ai souligné que Rachel faisait des diffusions en direct et avait besoin de lumière, mais que quand je l'ai vue, elle avait déjà fini. Benoît a posé ses chaussettes et a dit que peut-être elle avait oublié de les éteindre. J'ai regardé mon mari. J'ai mentionné le téléphone que sa mère avait acheté pour plus de $1000 que Rachel utilise pour vendre et le cours de maquillage pour soutenir son travail. J'ai eu un rire cynique, déclarant que tout ce qui est pour Rachel est toujours pour soutenir son travail, mais tout ce qui est pour mon enfant est considéré comme du gaspillage. Benoît a commencé à s'agacer. Il m'a dit de ne pas comparer Alice avec Rachel. Je lui ai dit que je ne les comparais pas. Je parlais de la façon dont sa mère nous traitait. Il a soupiré, disant que Rachel était célibataire et que son travail n'était pas stable, il était donc naturel que sa mère lui prête plus d'attention. J'ai conclu que parce que j'étais marié, mon enfant et moi devions être compréhensives. Il a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, mais le point était toujours le même. Benoît est resté silencieux. Je ne voulais pas continuer. Je me suis levé et j'ai rangé les vêtements dans le placard. Il m'a regardé et a dit, « Je pense trop, ce qui me fatigue. » Je me suis tourné vers lui et lui ai demandé si c'était parce que pendant tout ce temps j'avais trop peu pensé. Benoît était stupéfait. Je n'ai rien dit de plus. Les jours suivants, j'ai commencé à observer, à espionner involontairement. J'ai remarqué que Rachel recevait souvent de l'argent de poche de sa mère. Une fois, alors qu'elle sortait rencontrer des amis, Martine lui a glissé quelques billets dans la main et lui a dit de ne pas avoir l'air pauvre dehors. Un après-midi, j'ai vu Martine debout sur le balcon, parlant au téléphone avec quelqu'un au sujet d'un virement d'argent. Me voyant arriver, elle a immédiatement baissé la voix et est entrée dans sa chambre. Je n'avais aucune raison de la soupçonner, mais soudain, les $1500 que Benoît envoyait chaque mois m'ont traversé l'esprit. Depuis notre mariage, je n'avais jamais vu de livret bancaire, jamais vu de relevé de compte, et je ne savais pas combien d'argent il restait réellement. Je me suis souvenu des mots très convaincants de Benoît, « L'argent que maman détient est aussi notre argent, et il ne disparaîtra nulle part. » Cette nuit-là, en regardant la porte de la chambre de Rachel bien fermée, j'ai senti que ces mots ne me procuraient plus la même paix qu'avant. Pour la première fois, je me suis demandé si Martine était si généreuse envers Rachel, d'où venait l'argent qu'elle utilisait pour sa plus jeune fille. Après cette nuit, mes soupçons concernant l'argent que ma belle-mère donnait à Rachel se sont renforcés. Je n'ai plus posé de questions à Benoît. Je connaissais la nature de mon mari. Sans preuve claire, il dirait simplement « Je suis en train de trop réfléchir ». Et tout reviendrait à la même phrase « Laisse tomber. Oublie ça ». Par conséquent, j'ai choisi de garder le silence. Pas un silence pour céder comme avant, mais un silence pour observer de plus près. Les jours suivants, j'ai remarqué que Rachel commandait souvent des cafés glacés à livrer et les partageait, disant qu'elle offrait parce que les affaires avaient leur haut et leur bas. Cependant, dernièrement, Rachel était devenue plus silencieuse. Son téléphone sonnait plus souvent.
Une fois, alors que nous dînions, son téléphone a vibré continuellement sur la table. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Son expression faciale a changé instantanément, et elle a retourné son téléphone. Martine a demandé qui appelait et pourquoi elle ne répondait pas. Rachel a rapidement pris une bouchée de poisson, affirmant que c'était juste un client exigeant. Moins d'une minute plus tard, son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, Rachel s'est levée immédiatement, disant qu'elle était rassasiée. Elle a pris son téléphone et est allée directement dans sa chambre. Martine l'a regardée avec une expression étrange. Armand a dit tranquillement, se demandant pourquoi elle agissait comme si elle était poursuivie par quelque chose ces derniers temps. Martine a immédiatement balayé ça, disant « Ce ne sont que des ventes et des clients qui appellent », lui disant de juste manger. Je n'ai rien dit, mais l'excuse du client semblait très étrange. Si c'était vraiment un client, Rachel ne les évitait jamais auparavant. Même en mangeant, elle servait les clients, donnant des conseils sur le rouge à lèvres qui convenait le mieux à une peau bronzée. Maintenant, chaque fois que son téléphone s'allumait, son visage était aussi tendu qu'une corde de guitare. Un après-midi, je suis rentré du travail plus tôt que d'habitude. Dès que je suis entré dans le hall de l'appartement, j'ai vu Rachel debout près de la fenêtre vitrée, dos à moi, parlant au téléphone d'une voix basse mais pressée. Je sais. Je m'en occupe. Elle a fait une pause. S'il vous plaît, ne rappelez plus mon bureau. D'accord. Je me suis arrêté de marcher. Rachel s'est retournée et m'a vu. Elle était très surprise. Elle a noté que j'étais rentré tôt. Je l'ai regardé et lui ai demandé qui appelait pour qu'elle ait l'air si tendue. Elle a souri maladroitement, disant que c'était juste un client exigeant. Elle a glissé son téléphone dans sa poche si vite qu'elle a failli le faire tomber. Je n'ai pas posé d'autres questions. Mais cette nuit-là, en allant dans la chambre de ma fille chercher des ciseaux, je suis passé devant la chambre de Rachel et j'ai vu de nombreuses piles de cartons à l'intérieur. Certains étaient encore scellés, d'autres étaient ouverts, remplis de boîtes de cosmétiques. Je suis resté devant la porte quelques secondes. Rachel est sortie de la salle de bain, m'a vu, et a immédiatement refermé légèrement la porte. J'ai demandé si de nouvelles marchandises venaient d'arriver, me demandant si en acheter autant pouvait tout être vendu. Elle a souri, cette fois un peu forcée. Elle a dit que ça se vendait lentement, ajoutant qu'en affaires, il fallait avoir du stock pour faire des bénéfices. Je n'étais pas une experte en affaires, alors j'ai juste hoché la tête. Mais cette réponse a continué à me tracasser. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Denise pendant ma pause déjeuner. Elle m'a demandé si ma belle-sœur travaillait dans l'immeuble de la 5e avenue. J'ai dit oui et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle avait vu quelqu'un la chercher là-bas ce matin quand elle était allée faire des papiers. Elle a entendu la réceptionniste appeler le nom de Rachel, et le visage de Rachel avait l'air extrêmement tendu. J'ai demandé si elle avait entendu quel était le problème. Denise a dit non. Elle l'avait juste vu brièvement, c'est pourquoi elle avait demandé. J'ai demandé à Denise de ne pas y prêter trop d'attention et j'ai raccroché. Je ne voulais pas être quelqu'un qui fouillait des informations derrière le dos de ma belle-sœur. Mais quand une série d'événements étranges n'a cessé de se produire, il était difficile de faire semblant de ne pas voir. Cette nuit-là, Rachel est rentrée tard, presque à 21h. Martine l'attendait déjà avec anxiété. En entendant la porte, elle s'est approchée d'elle, lui demandant pourquoi elle rentrait si tard. Rachel a enlevé ses chaussures, agacée, et a dit qu'elle avait fait des heures supplémentaires. Martine a demandé pourquoi elle ne répondait pas à ses appels. Rachel a dit qu'elle était occupée. Martine était sur le point d'en demander plus, mais Rachel avait déjà pris son sac et était allée directement dans sa chambre. Environ 10 minutes plus tard, en prenant une serviette pour Alice, j'ai vu Martine devant la porte de Rachel. Elle a frappé doucement, lui demandant d'ouvrir la porte, disant que c'était maman. Il n'y a eu aucune réponse. Elle a frappé à nouveau. La porte s'est légèrement ouverte. Martine est entrée et l'a refermée immédiatement. Je n'ai aperçu que le visage rouge de Rachel avant que la porte ne se referme. Depuis ce jour, Martine a également changé. Elle regardait rarement la télévision, prenant plus souvent son téléphone sur le balcon ou dans sa chambre pour parler. Une fois, je lavais des légumes dans la cuisine et son téléphone a sonné avec une notification de transfert. Elle a regardé l'écran et s'est immédiatement détournée. J'ai demandé sans méfiance ce qu'elle transférait de l'argent pour payer.
Elle a sursauté et a rapidement répondu qu'elle achetait des médicaments. J'ai hoché la tête. Mais cet après-midi-là, c'est Armand qui m'a demandé de commander ses médicaments contre la tension artérielle parce qu'il n'en avait pas acheté ce mois-ci, a-t-il dit. Un très petit détail, mais depuis, je ne faisais plus entièrement confiance aux réponses de Martine. Le lendemain soir, j'ai posé à Benoît une question qui semblait ordinaire. J'ai demandé si l'argent qu'il avait confié à sa mère toutes ces années devait être beaucoup maintenant. Benoît, qui regardait les nouvelles, a tourné la tête et a demandé pourquoi je posais soudainement la question. Je lui ai dit que je pensais que l'année prochaine, si les frais de scolarité d'Alice augmentaient, nous pourrions avoir besoin de réorganiser nos économies. Il a souri et a dit que plus tard, si nous en avions besoin, nous pourrions demander à sa mère le total. J'ai fait une pause, lui demandant s'il ne se souvenait pas approximativement de combien c'était, soulignant que c'était $1,500 chaque mois. Alors, comment pouvait-il ne pas connaître le total? Il a commencé à se sentir mal à l'aise. Il a dit qu'il l'avait confié à sa mère, pas à quelqu'un d'autre, et a demandé s'il devait l'auditer tous les mois. J'ai gardé ma voix douce, disant que je demandais juste. Benoît a soupiré, demandant si je pensais toujours au problème de l'autre jour concernant sa mère et Rachel. J'ai secoué la tête, disant « Non, je posais des questions sur notre argent en tant que mari et femme ». Il a posé la télécommande sur la table, disant que l'argent que sa mère détenait restait là, et me disant d'arrêter d'être méfiante. J'ai voulu demander s'il avait déjà vu un livret bancaire ou un relevé de compte, mais j'ai décidé de ne pas le faire car je connaissais la réponse. Jamais. Benoît faisait confiance à sa mère presque inconditionnellement. Et pendant 3 ans, j'avais fait confiance à Benoît. Ces 2 couches de confiance étaient empilées de telle manière que personne ne pensait nécessaire de vérifier si la fondation en dessous était toujours intacte. Jeudi soir, Alice avait une légère toux, alors je lui ai donné de l'eau chaude et l'ai couchée plus tôt. Vers 23 heures, je me suis réveillé assoiffé. Presque toutes les lumières de la maison étaient éteintes. J'ai marché lentement vers la cuisine pour ne pas réveiller ma fille. En passant devant la chambre de mes beaux-parents, j'ai entendu des sanglots très doux. J'étais sur le point de continuer mon chemin, mais la voix de Rachel est venue de derrière la porte. Si je ne peux pas payer d'ici ce week-end, ils viendront à mon bureau. Maman. Mes pas se sont arrêtés au milieu du couloir. Ma somnolence a disparu instantanément. Ma main tenait toujours le verre vide, mais mes paumes étaient froides. À l'intérieur, Martine a chuchoté, lui disant d'être honnête et lui demandant quel était vraiment le montant total de sa dette. Je suis resté figé. Pour la première fois, j'ai compris que les appels téléphoniques sans réponse, les virements d'argent secrets de ma belle-mère et les piles de boîtes dans sa chambre n'étaient pas des incidents isolés. Le verre dans ma main était toujours vide. Je me tenais à environ 2 pas de la porte de la chambre de mes beaux-parents, n'osant pas avancer, mais incapable de m'éloigner après avoir entendu la question de ma belle-mère. Quel est le montant total de ta dette? À l'intérieur, le silence a duré longtemps. J'ai entendu le son des sanglots de Rachel, puis sa voix, si petite qu'elle se brisait presque. Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je te dirai c'est environ $100 000. J'ai eu l'impression d'avoir mal entendu. $100 000, pas des milliers pour un capital d'entreprise, pas une perte temporaire comme Rachel le prétendait souvent. C'était un montant qu'un employé ordinaire mettrait des années à rembourser. À l'intérieur, j'ai entendu Martine prendre une profonde inspiration. Quoi? Le mois dernier, tu m'as dit que le solde était de $10 000. Rachel a pleuré. À l'époque, je pensais que je pouvais encore trouver un prêt. Trouver un prêt? Comment? Que s'est passé de 10 000 à 100 000? Écoute-moi d'abord, maman. La voix de Martine s'est élevée, mais elle a essayé de la garder basse pour qu'elle ne soit pas entendue de l'extérieur. Explique tout. Ne me cache plus un seul sou. Rachel a commencé à expliquer. Il y a environ 9 mois, elle avait acheté des cosmétiques et des produits de soins d'une valeur de près de $40 000. Au début, les ventes en ligne se sont déroulées sans heurts. Certaines de ces vidéos sont devenues virales et les commandes ne cessaient d'arriver. Rachel pensait avoir trouvé sa voie. Elle s'était même vantée à toute la famille que dans quelques mois, elle louerait son propre entrepôt. Mais ensuite, le marché a ralenti. Certains produits ne se sont pas vendus. Le stock s'est accumulé. Certains approchaient même de leur date de péremption et devaient être vendus à perte.
Les partenaires commerciaux qui avaient promis d'acheter en gros n'ont cessé de retarder les paiements. Sa trésorerie est restée bloquée. Si elle s'était arrêtée alors, avait vendu tout son stock et assumé la perte, le problème aurait pu être gérable. Mais Rachel ne s'est pas arrêtée. En pleurant, elle a dit, « Je pensais que si j'empruntais un peu plus pour faire de la publicité et que les produits se vendaient, je pourrais rembourser toutes les dettes. » Martine a demandé où elle avait emprunté. Combien d'abord par carte de crédit? Plus de 30 000 $. Mais ce n'était pas suffisant. Rachel a fait une pause. Après ça, j'ai aussi pris des prêts personnels. Quand les dates d'échéance sont arrivées, je n'avais pas vendu les marchandises, alors j'ai pris des prêts extérieurs pour couvrir les précédents. En entendant cela, j'ai eu froid dans le dos. Prendre de nouveaux prêts pour rembourser les anciens. Chaque fois qu'elle manquait d'argent, Rachel colmatait une dette en créant une nouvelle, plus importante. Martine a presque crié, se retenant. Réalises-tu ce que tu as fait? Je sais que j'ai eu tort. Je savais que j'avais eu tort, mais j'ai quand même emprunté. J'avais peur que si j'arrêtais, tout serait perdu. La réponse de Rachel m'a soudainement fait comprendre. Certaines personnes, plus elles ont peur de perdre, plus elles s'enfoncent dans les erreurs. Martine a de nouveau demandé, est-ce que 100 000 est le total absolu? Oui, maman. J'ai tout calculé jusqu'à ce week-end, y compris le capital, les intérêts des cartes de crédit et les prêts qui sont dus. Y a-t-il autre chose que tu n'as pas mentionné? Rien, maman. Je jure que c'est tout. Un lourd silence a enveloppé la pièce. Je me tenais dehors, mon cœur battant si vite que j'avais peur que les personnes à l'intérieur puissent l'entendre. Puis Martine a soudainement dit quelque chose qui m'a choqué encore plus que le chiffre de la dette elle-même. L'argent que Benoît m'a confié tout ce temps. J'en ai déjà utilisé environ 60 000 $ pour t'aider, mais ce n'est toujours pas suffisant. Maintenant, où suis-je censé en trouver davantage? Ma main a serré le verre. 60 000 $. Je n'entendais plus le bruit de la pluie sur le balcon. Dans ma tête, seuls les mots très confiants de Benoît résonnaient. L'argent que maman détient est aussi notre argent. J'avais cédé sur la gestion financière parce que je croyais que l'argent était épargné séparément. Je payais ma propre électricité, l'eau, l'épicerie, les fournitures ménagères et les frais de scolarité de ma fille sans trop me plaindre parce que je pensais qu'au moins le revenu de Benoît était accumulé pour notre avenir. Il s'est avéré qu'une grande partie de cet argent avait été retirée à l'insu de Benoît et à mon insu. Rachel sanglotait. Je pensais que tu ne me prêtais que ton propre argent. Martine a répondu, combien d'argent ai-je? Ton père n'a que sa pension. Je dois aussi me préparer pour les médicaments. Si je n'utilise pas l'argent de ton frère, quel argent utiliserai-je? Benoît sait-il? S'il sait, restera-t-il silencieux? Cette phrase a eu l'effet d'une gifle. Même Benoît ne savait pas. Martine ne le mettait pas simplement de côté et ne le prêtait pas après discussion. Elle considérait l'argent que son fils lui confiait comme un fonds d'urgence qui pouvait être retiré à tout moment pour sauver sa fille. Rachel a pleuré plus fort. Si Benoît le sait, il sera furieux contre moi. Ne parle pas imprudemment. Si Clara le sait. Martine l'a interrompu. Ne laisse pas ta belle-sœur le découvrir. Je me tenais devant la porte, la gorge sèche. 3 ans en tant que belle-fille, je ne l'avais jamais entendu m'appeler, ta belle-sœur, d'un ton aussi prudent. Rachel a dit, mais tôt ou tard, elle le saura. L'argent de Benoît que tu as n'est plus beaucoup, a répondu Martine avec frustration. Laisse-moi m'en occuper. Je ne peux plus penser, maman. Ils m'ont donné jusqu'à ce week-end. Tu continues juste de pleurer. L'argent tombe-t-il du ciel? Rachel est restée silencieuse. J'ai entendu Martine prendre une profonde inspiration. Pour la première fois, sa voix ne sonnait plus pleine de certitude comme d'habitude. Tu me rends les choses difficiles, Rachel. Je suis désolé, maman. Ken, désolé. Paye la dette. Je sais, a dit Rachel doucement. Ou je peux juste vendre tout mon stock. Combien obtiendrais-tu? Laisse-moi payer les urgents d'abord. Si tu le vends maintenant, combien obtiendrais-tu? Au plus 20 000 $. Le reste est encore plus de 80 000. Personne n'a répondu. Je me suis appuyé contre le mur.
On dit que l'argent est comme une partie du corps. Mais à ce moment-là, ce qui faisait le plus mal n'était pas les 60 000 $ qui étaient partis, mais la façon dont ils étaient partis. Si Benoît avait su que sa sœur était en difficulté et avait volontiers aidé. C'était leur affaire de frères et sœurs. S'il en avait discuté avec moi, nous aurions pu encore peser les possibilités. Mais ici, personne n'avait demandé à Benoît, encore moins à moi. Quelqu'un à qui on avait confié un mandat avait décidé de son propre chef de prendre de l'argent destiné à la petite famille de son fils pour couvrir les erreurs de sa fille. Je me suis souvenu des chaussures d'Alice, de son lait de première qualité, de ses frais de scolarité, de la lampe sur son bureau d'études. Pour chaque dépense de quelques dizaines ou 100 $, Martine pouvait me regarder et me dire que je devais économiser. Pendant ce temps, derrière cette porte, des dizaines de milliers de dollars avaient coulé à notre insu. Je n'étais plus en colère. J'avais froid. À l'intérieur, Rachel a de nouveau demandé, « Alors, avons-nous un autre moyen, maman ?» Martine n'a pas répondu immédiatement. J'ai entendu le bruit d'une chaise qui bougeait, puis une longue pause suffocante. J'avais l'intention de retourner dans ma chambre. J'en savais déjà trop et je ne voulais pas rester là. Au moment où mon pied bougeait, la voix de Martine s'est fait entendre très doucement. « Laisse-moi y réfléchir. » Rachel sanglotait. « Je suis dans une impasse, maman. » Martine est restée silencieuse. Quelques instants plus tard, elle a dit lentement, « Pas encore dans une impasse. » Je me suis arrêté. « Mais où pouvons-nous trouver de l'argent d'autre ?»« Maman, » j'ai entendu Martine soupirer. Et puis quelques mots sont sortis très doucement, mais suffisamment pour que tout mon corps se raidisse. « Il y a encore l'appartement. » Je suis resté figé dans le couloir. Les mots « encore l'appartement » de ma belle-mère résonnaient très doucement, mais à mes oreilles, ils me paraissaient aussi lourds qu'une pierre jetée sur ma poitrine. À l'intérieur, Rachel a cessé de pleurer et a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel appartement ?» Martine a baissé la voix. « Quel autre appartement y a-t-il ? » Celui-ci. J'ai serré le verre dans ma main plus fort. Rachel a immédiatement dit « Mais cet appartement est au nom de Benoît et Clara. » Maman, tu sais, prendre un prêt hypothécaire en utilisant une maison comme garantie n'est pas si facile. Et si Clara n'est pas d'accord ? Martine est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a répondu d'un ton très confiant. Ton frère m'écoutera. En entendant cela, ma gorge s'est serrée. Rachel était toujours inquiète. Mais ce ne sont pas des milliers, maman. Ma dette est de 100 000. C'est exactement pourquoi nous devons demander à la banque. Martine a commencé à calculer en détail. Elle a dit que la valeur de l'appartement devait avoir augmenté par rapport au prix d'achat. Si elle demandait un prêt hypothécaire, elle devrait essayer d'obtenir environ 150 000 $. Si elle l'obtenait, elle donnerait la priorité au remboursement de toutes les dettes urgentes de Rachel afin que les gens ne viennent pas à son bureau faire une scène. Rachel a demandé, « Et mon stock alors ? Vends tout ce que tu peux. Plus tard, quand tu retravailleras, tu rembourseras lentement. » Au moins cette fois, elle ne parlait pas de donner plus de capital à Rachel, mais cela ne m'a pas apporté de soulagement car ce qu'elle planifiait d'utiliser était notre maison. Rachel a parlé très doucement. Si Clara sait que le prêt est pour payer ma dette, elle ne le signera pas, maman. Martine a immédiatement répondu, c'est pourquoi nous ne lui dirons pas tout de suite que c'est pour toi. Alors qu'est-ce que tu vas dire ? Laisse ton frère parler. Dis juste que la famille a besoin de capital. Mari et femme peuvent en discuter gentiment. Si la première chose qu'il dit est que sa sœur a une dette de 100 000 $, qui serait d'accord ? Rachel a hésité. Mais c'est comme mentir à Clara, maman. Martine s'est agacée. Maintenant tu as le culot de me parler de morale. J'essaie de trouver un moyen de te sauver. Je ne pouvais plus supporter de rester là. Je suis retourné dans ma chambre très silencieusement, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Alice dormait encore profondément sur le lit, une main sur son oreiller. J'ai regardé ma fille avec des sentiments indescriptibles. Il y a quelques jours, dans la même maison, ma belle-mère avait trouvé que c'était un gaspillage d'utiliser une ampoule par peur des factures d'électricité élevées. Maintenant, elle planifiait d'utiliser cette maison comme garantie pour renflouer une dette causée par Rachel. Je ne me suis pas immédiatement mis en colère. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti un dossier contenant les documents d'achat de l'appartement, le contrat de vente,
l'acte de propriété et les anciens reçus de virements bancaires. J'ai feuilleté chaque page, me souvenant du jour où mes parents avaient rassemblé l'argent pour leur fille. Ce jour-là, ma mère avait même dit, la maison peut être petite. Ce qui compte, c'est que vous viviez en paix. J'ai touché le reçu de virement bancaire, et mon cœur s'est serré. Pendant 3 ans, j'ai pensé que je protégeais un foyer. Il s'est avéré que dans l'esprit de ma belle-mère, cette maison n'était peut-être qu'un bien à utiliser chaque fois que leur famille en avait besoin. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris des photos de tous les documents importants, puis j'ai déplacé les dossiers originaux dans mon sac de travail. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je ne voulais pas sortir en trombe et confronter Martine. Si je le faisais, tout se transformerait en une bagarre massive. Alors Benoît se tiendrait au milieu, me conseillant de me calmer et à sa mère de ne pas être émotive. J'avais besoin de savoir une autre chose. Si sa mère proposait vraiment d'utiliser cet appartement pour Rachel, qui Benoît choisirait-il? Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Denise pour qu'elle récupère Alice après l'école. Denise n'a pas posé beaucoup de questions, elle a juste répondu « D'accord, elle restera avec moi. Je m'occuperai de son dîner et de ses devoirs ce soir. » Je l'ai remerciée. Puis je me suis assise dans ma voiture sur le parking du bureau. J'avais décidé que ce soir, tout devait être clair. Non pas pour me battre ou chercher la victoire, mais pour mettre sur la même table tout ce qui avait été caché et décidé unilatéralement. Je suis rentré chez moi presque à 17h. Martine lavait des légumes dans la cuisine. Rachel était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, mais son visage était tendu. Armand lisait le journal. Benoît n'était pas encore rentré. Martine m'a vu entrer seule et a demandé « Où est Alice ?» Elle étudie chez tante Denise ce soir, maman. Elle m'a regardé fixement. Tu as ta propre maison. Pourquoi étudier chez quelqu'un d'autre? J'ai posé mon sac. J'ai une affaire dont je dois discuter avec toute la famille. Je ne veux pas qu'Alice l'entende. Les ciseaux dans la main de Martine se sont arrêtés. Rachel a immédiatement levé les yeux. À exactement 17h30, Benoît est rentré. Dès qu'il est entré, il a été stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, change tes vêtements d'abord, puis viens ici. Je veux que nous parlions tous de cela une fois pour toutes. Martine a claqué le panier de légumes brutalement. Qu'est-ce que c'est? Parle juste. Pourquoi avons-nous besoin d'une réunion complète? Je l'ai regardé. Oui, maman. Ce problème nous concerne tous. 10 minutes plus tard, 5 personnes étaient assises autour de la table à manger. Devant nous, il n'y avait que 5 verres d'eau et le dossier que j'avais apporté. J'ai entamé la conversation. Je sais que Rachel a une dette de $100 000. Le visage de Rachel est devenu pâle. Martine a immédiatement demandé, « Qui t'a dit ça ?» J'ai continué, je sais aussi que maman a déjà utilisé environ $60 000 de l'argent que Benoît lui avait confié. Son visage a complètement changé. Tu étais en train d'écouter aux portes. J'ai ignoré la question. Et je sais que maman prévoit d'utiliser cet appartement pour demander un prêt de $150 000. Martine a claqué la table. Je le savais. Tu étais dehors, à écouter la conversation de ma famille. Ces 3 mots, la conversation de ma famille, m'ont glacé le cœur. J'ai gardé ma voix calme. Tu veux me reprocher d'avoir entendu? Vas-y. Mais cet appartement est à mon nom et à celui de Benoît. Et l'argent de mes parents en a constitué la plus grande partie. Pourquoi le plan d'utiliser cette maison pour un prêt est-il devenu une simple affaire privée entre toi et Rachel? Martine s'est étranglée, puis a dit, Rachel est en difficulté. Je cherche un moyen de l'aider. En tant que famille, nous devons nous entraider. J'ai hoché la tête. Je ne refuse pas de nous entraider. J'ai regardé Rachel. Mais quand tu as emprunté l'argent, as-tu demandé à ton frère ou à moi ne serait-ce qu'un seul mot au préalable? Rachel a mordu sa lèvre. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Je crois que tu ne le voulais pas, mais tu as créé la dette. Pourquoi notre maison devient-elle automatiquement la solution? Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Tu parles si froidement. Je suis acculé. J'ai répondu, être acculé ne te donne pas le droit d'entraîner d'autres personnes avec toi. Martine est intervenue,
Ta belle-sœur est en difficulté et tu restes assise à regarder. Où sont tes sentiments? Je l'ai regardé. Tu parles de sentiments, alors je veux te poser une autre question. Je n'ai pas tourné autour du pot. Une ampoule pour Calice étudie. Tu as considéré ça comme un gaspillage. Martine a froncé les sourcils. L'ampoule encore. Oui, maman. Je ne parle pas de l'ampoule. Je parle de la façon dont tu nous traites, des choses pour Alice. Tu demandes le prix, ses cours particuliers. Tu dis que c'est du gaspillage. Mais Rachel améliore son téléphone, suit des cours, achète des stocks, et quand sa dette atteint 100 000 $, tu prends l'argent de Benoît pour l'aider. J'ai prononcé chaque mot clairement. Tu n'économises pas de l'argent avec tout le monde. Tu n'es économe qu'avec tout ce qui est destiné à moi et à ta petite fille. La pièce était silencieuse. Rachel a pleuré. Clara, ne parle pas comme si ma mère était méchante. Elle m'aime juste. Je l'ai regardée. Je n'ai jamais interdit à ta mère de t'aimer, mais aimer quelqu'un ne signifie pas que tu peux utiliser l'argent des autres sans permission. Benoît était toujours assis tranquillement. Je l'ai regardé. Benoît, veux-tu dire quelque chose? Il s'est frotté le visage. Je pense aussi que maman a eu tort avec l'argent. Martine s'est tournée vers lui. Encore tort. Maintenant tout le monde dit que j'ai tort. Benoît a froncé les sourcils. Tu as pris mon argent sans permission. Oui, c'est mal, maman. Je t'ai dit de le garder pour nous. Je l'ai utilisé pour aider ta sœur, pas pour jouer. Armand a posé son verre. Tu parles comme ça, ce n'est pas bien, Martine. Martine a regardé son mari. Tu prends leur parti, toi aussi. Armand a secoué la tête. Je ne prends le parti de personne. Je dis juste ce qui est juste. Il a regardé Rachel. Je savais seulement que tu avais perdu quelques milliers. Si j'avais su que c'était des dizaines de milliers, je t'aurais dit d'arrêter il y a longtemps. Rachel a baissé les yeux. Il s'est ensuite tourné vers Martine. Et l'argent de Benoît que tu as utilisé, tu n'aurais pas dû faire ça. Martine a pleuré. Je suis une mère. En voyant ma fille en difficulté, suis-je censée rester silencieuse? Armand a soupiré. J'ai regardé Armand. En 3 ans en tant que belle-fille. C'était la première fois qu'il parlait si fermement. Martine s'est levée. Bien. Depuis que Clara est là, maintenant mon mari et mon fils se retournent contre moi. J'ai immédiatement dit, maman, ne projette pas ce problème sur moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Dans cette maison, personne n'avait jamais osé me répondre comme ça auparavant. J'ai soudain compris. Martine était tellement habituée à ce que personne ne lui dise qu'elle avait tort. Rachel a tiré la main de sa mère. Maman, assieds-toi d'abord. Martine a repoussé la main de sa fille. J'ai contracté des dettes pour créer une entreprise, pas pour faire la fête. La famille ne peut-elle pas aider cette fois-ci? J'ai répondu, nous pouvons aider. Martine m'a regardé, puis a signé les documents de prêt. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme ça. Alors comment? Aider selon les moyens de chacun. Rachel vend son stock, négocie avec les créanciers. Benoît, si tu veux la soutenir, utilise l'argent que tu peux réellement te permettre de perdre. Mais je n'accepte pas d'utiliser cette maison comme garantie. Rachel a élevé la voix. Tu as plus peur de perdre la maison que de ce qui pourrait m'arriver, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. J'ai une fille. J'ai la responsabilité de protéger sa maison et sa sécurité. Rachel est restée silencieuse. Benoît a finalement parlé. Assez. Ne fais plus pression sur Clara. Je commençais à me sentir un peu soulagé quand il a continué à propos du prêt. On en parlera plus tard. Je l'ai regardé longtemps, toujours debout au milieu, toujours réticent à dire non. Martine s'est assise et a essuyé ses larmes. Bien. Maintenant, toute la famille pense que je suis la méchante. Personne n'a répondu. J'ai rassemblé mes dossiers. Ce soir, je voulais juste que tout soit clair. Désormais, personne n'est autorisé à décider quoi que ce soit concernant cet appartement sans mon consentement. Martine a détourné le regard. Rachel a pleuré. Armand est resté silencieux.
Et Benoît était toujours entre sa mère, sa sœur et moi. Comme quelqu'un debout à un carrefour, refusant de choisir une direction, tout le monde s'est lentement levé. Quand Martine et Rachel furent rentrés dans leur chambre, et qu'Armand fut sorti sur le balcon, j'ai appelé Benoît. Il s'est arrêté. Oui. J'ai tiré la chaise devant moi. Assieds-toi d'abord, Benoît. Il m'a regardé, épuisé. Quoi d'autre? J'ai posé mes deux mains sur la table. J'ai juste une dernière question pour toi. Benoît a tiré la chaise et s'est assis en face de moi. Après la conversation que nous venions d'avoir, le salon semblait encore lourd. Le verre d'eau de Martine était toujours sur la table. La chaise où Rachel était assise était légèrement reculée. Armand était sur le balcon, le dos tourné vers nous, regardant en bas. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je veux juste te demander une chose, Benoît a hoché la tête, sa voix fatiguée. Demande juste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Supposons que je n'ai pas accidentellement découvert la dette de Rachel. Supposons que je n'ai pas entendu le plan de maman et Rachel pour cette maison. Dans quelques jours, aurais-tu ramené les documents de prêt et m'aurais-tu persuadé de signer? Benoît était stupéfait. Il n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais clairement voir ses mains se resserrer sur ses genoux. Réponds-moi, Benoît. Benoît a détourné le regard. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne pose pas de questions sur maintenant. Je demande. Supposons que je ne l'ai pas découvert en premier. Il a pris une lente inspiration. Je n'étais même pas sûr que la banque l'approuverait. J'ai ri très doucement. Je ne pose pas de questions sur la banque. Benoît est resté silencieux. J'ai continué. Je te demande à toi. J'attends juste une réponse. Benoît s'est frotté les mains et a ensuite dit, je t'aurais parlé. Je t'aurais tout dit honnêtement. Il évitait ma question. J'ai demandé à nouveau. M'aurais-tu dit que ta mère avait déjà utilisé 60 000 $ de l'argent que tu lui avais confié? Benoît a baissé les yeux. M'aurais-tu dit que Rachel avait une dette de 100 000 $? Il est resté silencieux. M'aurais-tu dit que le prêt de 150 000 $ était pour payer la dette de Rachel? Benoît a fermé les yeux. Soudain, mon cœur s'est calmé d'une étrange manière. Je voulais juste qu'il l'admette lui-même. Ce que nous savions probablement tous les deux déjà. Benoît, je te demande pour la dernière fois. Il a levé les yeux. Après une très longue pause, Benoît a finalement dit, probablement oui. Je me suis assise tranquillement. Juste deux mots. Probablement oui. Mais pour moi, c'était plus clair que n'importe quelle confession. J'ai demandé, et tu as dit que tu m'aurais tout dit honnêtement. Benoît a répondu précipitamment, je n'avais pas l'intention de te tromper, mais tu avais l'intention d'en cacher des parties. Il a froncé les sourcils. Je pensais juste que si je te disais tout dès le début, tu réagirais durement. J'ai ri cette fois si tristement que je me suis sentie étrangère à moi-même. Alors, parce que tu avais peur que je réagisse durement, tu aurais choisi un moyen pour que j'en sache moins. Mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai hoché la tête. C'est exact. Tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire. Benoît a élevé la voix. Alors pourquoi me juges-tu comme si j'avais déjà hypothéqué cette maison? Je l'ai regardé. Je ne te juge pas pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. J'ai posé ma main sur le dossier devant moi. Je vois ta façon de penser. Benoît est resté silencieux. Tu savais que ta mère avait tort de prendre ton argent. Tu savais que Rachel avait créé la dette. Tu savais que cet appartement n'était pas uniquement le tien. Tu savais aussi que si nous empruntions et ne pouvions pas payer, ceux qui subiraient les conséquences seraient moi et ton enfant. J'ai fait une pause. Mais au final, tu as quand même pensé à me manipuler pour que je signe. Benoît a dit, parce que je voulais sauver ma sœur. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Sauver ta sœur ne devrait pas signifier pousser ta femme au risque. Il est resté immobile. J'ai regardé l'homme qui avait été la personne en qui j'avais le plus confiance pendant 3 ans de mariage. Benoît n'a pas triché, n'a pas frappé sa femme, n'a pas joué, il a travaillé dur, aimé son enfant, m'a acheté des médicaments quand j'étais malade et est venu me chercher quand il pleuvait. Mais vivre un mariage fait comprendre. Il y a des choses qui ne laissent pas de marque sur la peau, mais qui érodent la confiance petit à petit. J'ai dit, pendant 3 ans,
Chaque fois que ta mère me mettait mal à l'aise, tu savais, Benoît a dit doucement, je savais. Chaque fois que j'avais besoin que tu parles, tu me disais toujours d'être patiente. Il a baissé les yeux et, j'ai été patiente. Ma voix a ralenti. J'ai été patiente parce que je pensais que je pouvais gérer. Je pensais que tant que tu n'étais pas une mauvaise personne, ne me trahissais pas, ne négligez pas notre enfant, les autres problèmes pouvaient être ignorés. Benoît m'a regardé, ses yeux commençant à rougir. Je suis désolé. J'ai secoué la tête. Sais-tu ce qui me rend le plus triste? Parce que j'ai toujours été capable d'être patiente. Tu as commencé à penser que c'était bon si j'étais juste patiente un peu plus. Benoît a serré les lèvres. Je n'ai pas pensé comme ça, mais tu as vécu comme ça. Dès que cette phrase s'est terminée, il a profondément baissé la tête. Je ne voulais pas le blesser, mais pour la première fois, j'ai compris. Si je continuais à céder parce que le voir blessé m'attendrissait, je retournerais simplement à ignorer ce problème comme d'habitude. Benoît a tendu la main vers la mienne. J'ai eu tort. Je sais. J'ai retiré ma main. Il a été stupéfait. Clara, j'ai dit, je ne signerai aucun document de prêt lié à cette maison. Je ne te forcerai plus. Pas seulement ça, Benoît m'a regardé. Il y a des phrases qu'avant d'être prononcées, les gens pensent qu'elles doivent être criées pour avoir du pouvoir. Mais quand la décision fut vraiment prise, ma voix sonnait très calme. Je veux divorcer. Le visage de Benoît est devenu pâle. Il m'a regardé fixement pendant quelques secondes comme s'il ne comprenait pas la langue que je venais de parler. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux divorcer. Il s'est levé brusquement. Juste à cause de ce problème. J'ai levé les yeux. Non, à cause de tous les problèmes qui se sont produits avant. L'événement d'aujourd'hui m'a juste fait réaliser que si je ne me protège pas, je serai continuellement mis en position de sacrifier encore et encore. Je peux changer. Je l'ai regardé. J'ai attendu une fois, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si grave. J'ai souri tristement. C'est le problème. Il a eu l'air confus. Parce que celui qui en subissait les conséquences tout ce temps, c'était toujours moi. Tu n'as jamais senti que c'était grave. Benoît a retiré sa chaise et s'est assis. Ses deux mains tenaient sa tête. Clara, ne prends pas de décision quand tu es en colère. Je ne suis plus en colère. Il a levé les yeux. Je pense que cette phrase l'a plus terrifié que si j'avais crié. Je suis juste fatigué. Donne-moi du temps. 3 ans, Benoît. Benoît est resté silencieux. Sur le balcon, Armand était parti quelque part. Le salon ne contenait que nous deux assis l'un en face de l'autre sous la faible lumière. Je ne savais pas exactement quand notre mariage se terminerait. Je ne savais pas non plus comment la maison serait réglée. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi s'est terminé en premier. La conviction que si j'étais patiente assez longtemps, Benoît finirait par comprendre de lui-même qu'il y a un moment où un mari doit sortir de l'ombre de sa mère pour se tenir aux côtés de sa femme et de son enfant. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. J'ai pris notre certificat de mariage, les documents de l'appartement, les reçus de virement de mes parents et d'autres papiers importants, et je les ai mis dans mon sac. Benoît se tenait à la porte de la chambre, me regardant. Où vas-tu? J'ai fermé mon sac, me préparant à la décision que j'avais prise la nuit dernière. Cette fois, il n'a pas dit que j'exagérais. Ce matin-là, je ne suis pas allé directement au bureau. J'ai déposé Alice à l'école, puis je me suis dirigé directement vers le bureau de maître Lemaire. Sur le siège passager se trouvait le sac contenant les documents que j'avais préparés, y compris le certificat de mariage, les papiers de propriété, la preuve des virements de mes parents et d'autres documents connexes. Maître Lemaire a examiné chaque chose une par une, puis a demandé, « Avez-vous clairement communiqué votre décision à votre mari ?» « Oui, monsieur. » Quelle a été sa réaction? Il pensait que j'étais juste en colère. Maître Lemaire a fermé le dossier. Si c'est le cas, votre tâche maintenant est de tout clarifier. Ne laissez pas ce divorce se transformer en une vengeance. Les biens communs sont réglés selon les accords et les documents. L'argent personnel est séparé, et le bien-être de l'enfant reste la priorité. J'ai hoché la tête. C'est aussi ce que je veux. Je n'avais aucune intention d'emmener Alice et de couper la relation père-enfant.
Je ne voulais pas non plus utiliser les problèmes de Rachel ou de ma belle-mère comme levier pour obtenir une plus grande part des biens. Je voulais juste qu'à partir de maintenant, la responsabilité de chacun leur revienne. À midi, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour recevoir mon salaire à partir du mois prochain. J'ai soigneusement enregistré toutes les dépenses liées à Alice. Quant aux dépenses de subsistance commune, tant que ce processus était en cours, je payais toujours ma part. Je n'ai pas négligé le ménage juste parce que j'avais prononcé le mot divorce, mais j'ai aussi cessé de laisser toutes les dépenses être automatiquement débitées de mon compte comme avant. L'après-midi, Benoît était déjà rentré. Il m'attendait à la porte. « Tu es vraiment allé voir l'avocat ?» J'ai enlevé mes chaussures. « Oui. » Son visage était sombre. « Pourquoi si vite ? Je te l'ai dit hier soir. Je pensais que nous devions parler davantage. » Je l'ai regardé. « De quoi veux-tu parler ? » Benoît a jeté un coup d'œil vers la chambre de sa mère. Puis il m'a tiré dans la chambre et a fermé la porte. Il a immédiatement dit, « Je n'emprunterai plus d'argent en utilisant cette maison comme garantie. » Je n'ai pas répondu. Je gérerai aussi mon propre argent à partir de ce mois-ci. Je ne le confierai plus à ma mère. Je suis restée silencieuse. Benoît s'est rapproché. « Si tu es mal à l'aise que papa, maman et Rachel vivent ici, je leur demanderai de déménager. Je m'en occuperai. » Je l'ai regardé longtemps. C'étaient les mots que j'avais désespérément voulu entendre. Seulement, ils sont tous arrivés juste au moment où je ne les attendais plus. J'ai demandé, « Pourquoi ne fais-tu ça que maintenant ?» Benoît a été stupéfait. « Parce que je sais que j'avais tort. » « Tu ne le savais pas avant ?» Il a froncé les sourcils. « Je savais, mais je ne pensais pas que c'était si grave au point que tu voulais divorcer. » J'ai ri très doucement. Tu as encore une fois parfaitement identifié le problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est que lorsque je faisais mes valises pour partir que tout ce que j'ai dit pendant des années est devenu sérieux pour toi. Benoît m'a tenu le poignet. Je peux tout arranger, Clara. J'ai doucement retiré sa main. Je crois que tu peux arranger ça. Ses yeux se sont légèrement illuminés. Mais, j'ai continué, je ne veux plus parier ma vie sur cette promesse. Il est resté figé. Tu ne me donnes aucune chance. Je me suis retourné et j'ai commencé à mettre quelques ensembles de vêtements d'Alice dans une petite valise. Benoît m'a regardé, sa voix soudain paniquée. Qu'est-ce que tu fais ? Alice et moi allons rester chez Denise quelques jours. Tu emmènes Alice ? Je l'emmène juste dans un endroit calme pendant que les adultes règlent ses problèmes. Je suis son père. J'ai arrêté de faire mes bagages. Je n'ai jamais dit que tu ne l'étais pas. Alors pourquoi ne m'as-tu pas demandé ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je te dis tout de suite, Alice ira toujours à l'école comme d'habitude. Si tu veux la chercher, la voir, l'appeler. Je ne l'interdirai pas. Benoît n'a rien pu dire. J'ai continué à faire mes bagages. Un instant plus tard, il s'est assis au bord du lit. J'ai toujours pensé que tu n'étais en colère qu'un instant. Je sais que tout ce temps, chaque fois que nous nous disputions, cela se calmait toujours de lui-même. Ma main s'est arrêtée sur l'uniforme scolaire de ma fille. J'ai tourné la tête. Redis ça. Il m'a regardé confuse. J'ai juste dit, je pensais que tu te calmerais à nouveau. Pas cette phrase d'avant. Il a fait une pause un instant et a ensuite soupiré. Je pensais que tu ne partirais jamais. En entendant cette phrase, tout dans mon cœur est devenu brutalement clair. Ce n'était pas que Benoît ne me voyait jamais triste. Il le voyait. Ce n'était pas qu'il ne comprenait pas que j'étais désavantagé. Il comprenait en partie. C'est juste que pendant ces 3 ans, il avait supposé que je serais toujours là. J'étais toujours celle qui débarrassait la table après une atmosphère tendue. Le lendemain matin, je continuais à emmener l'enfant à l'école, à aller au travail, à payer les factures, à appeler ma belle-mère pour manger, même après avoir été sermonné la nuit précédente. Ma patience n'avait pas rendu Benoît plus mature. Ma patience était inconsciemment devenue un coussin pour qu'il n'ait pas à faire face aux conséquences de son choix de ne pas choisir. J'ai dit, sais-tu ce qu'il y a de plus terrifiant dans cette phrase ? Parce que tu pensais que je ne partirais jamais. Tu croyais que tu pouvais reporter le changement pour toujours.
Il a baissé les yeux. Je suis désolé. Je t'entends, Clara. Je ne veux vraiment pas te perdre toi et Alice. J'ai fermé la valise. Cette nuit-là, j'ai dit à Alice que nous allions rester chez tante Denise pendant quelques jours. Elle a demandé, « Papa ne vient pas, maman ?» J'ai caressé ses cheveux. Papa a encore des choses à faire à la maison. Toi et papa vous disputez? Je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas l'impliquer dans des affaires d'adultes. Papa et maman ont un problème à résoudre. Ce n'est pas ta faute, alors tu étudies et tu joues comme d'habitude, d'accord? Alice a hoché la tête et a couru serrer Benoît dans ses bras. Papa, n'oublie pas de m'appeler, d'accord? Benoît a serré sa fille fort. Oui, ma chérie. Papa t'appellera certainement. Je me suis tenu à côté de lui, ne les pressant pas. Alors que nous tirions la valise vers la porte, Martine est sortie de sa chambre. Elle a regardé la valise puis moi. Tu fais vraiment ça? J'ai répondu, oui, maman. Une affaire familiale insignifiante et tu dois quitter la maison. Benoît a soudainement dit, maman, ça suffit. Martine s'est retournée. Ça suffit quoi? Laisse juste Clara partir. J'ai dit, ne parle plus. Je ne savais pas si c'était la première fois que Benoît arrêtait vraiment sa mère pour moi. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Denise a ouvert la porte, nous accueillant. En voyant la valise, elle a juste dit, la chambre est prête. Entrez. Cette nuit-là, Alice a dormi profondément à côté de moi. Je suis resté allongé à regarder le plafond inconnu pendant longtemps. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas là pour briser la glace dans mon appartement. Personne ne pouvait plus espérer que je descende à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, rappeler à quelqu'un de prendre ses médicaments, payer une facture au hasard et faire semblant que les problèmes d'hier étaient passés. Je ne savais pas ce que Benoît verrait sans moi comme médiatrice. Mais au moins, j'avais cessé d'utiliser ma patience pour que tout le monde se sente à l'aise. La troisième nuit après avoir emmené Alice chez Denise, Benoît a appelé vers 20h. Il ne m'a pas demandé de revenir, ni n'a mentionné le divorce. Il a juste dit, « Clara, peux-tu passer à la maison un instant ce soir? Je veux discuter des dépenses d'Alice et de quelques documents de la maison. » J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. Denise a surveillé Alice pendant que je retournais seul à l'appartement. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai vu Benoît qui m'attendait dans le couloir. En seulement 3 jours, son visage avait l'air beaucoup plus mince. Il m'a regardé. Entre. À l'intérieur, l'atmosphère de la maison était très différente. Sur la table à manger, il y avait plusieurs boîtes de plats à emporter qui n'avaient pas été débarrassées, et un sac poubelle se trouvait près de la porte de la cuisine. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai juste réalisé que le travail que je faisais tous les jours était si silencieux que les autres pensaient que cela se faisait tout seul. Armand était assis dans le salon en me voyant. Il a hoché légèrement la tête. « Tu es de retour. » « Oui, papa. J'ai juste besoin de parler à Benoît un instant. » Avant que je puisse entrer dans la pièce, la porte de Rachel s'est ouverte. Elle est sortie, les yeux gonflés, tenant une pile de papier. « Benoît, je leur ai parlé. Ils ont dit que si tu prenais le prêt à ton nom, ça pouvait encore être traité. » Benoît a froncé les sourcils. « J'ai déjà dit non, mais tu ne l'as pas lu. Ce n'est pas nécessaire. » Rachel a glissé les papiers dans les mains de Benoît. « Emprunte juste un peu d'abord, Benoît. J'ai un salaire. Je paierai. » Benoît a posé les papiers sur la table. « Tu as une dette de $100 000 et tu me dis encore d'emprunter plus. Je dois d'abord couvrir les dettes à intérêt élevé et le prêt à mon nom. Qui paie? Moi. » Benoît a regardé droit dans les yeux de sa sœur. « Comment? » Rachel s'est étouffée. « Je travaillerai, je vendrai mon stock, je prendrai un petit boulot, puis je ferai ça d'abord. » Rachel a commencé à pleurer. « Tu es mon frère. Pourquoi parles-tu si froidement? » Je me suis tenu à quelques pas, sans intervenir. Benoît a dit, « Exactement. Parce que je suis ton frère. Je parle franchement. Tu as fait la dette. Tu dois en prendre la responsabilité. » Martine est sortie de sa chambre. « Comment peux-tu parler à ta sœur comme ça?
Benoît a fermé les yeux un instant. Maman, je parle à Rachel. J'ai tout entendu. Elle est en panique. Au lieu de la réconforter, tu la pousses dans ses retranchements. Rachel a essuyé ses larmes. Je demande juste un petit coup de main, Benoît. Martine s'est tournée vers Benoît. Combien peux-tu emprunter? Emprunte-le plus tard. Ta sœur et moi paierons les mensualités. Benoît a demandé, vous paierez avec quel argent? Martine est restée silencieuse. On verra plus tard? Benoît a eu un rire sec. Encore, on verra plus tard. Sa voix n'était pas forte, mais pleine d'épuisement. Pendant 3 ans, je t'ai confié mon argent. Tu as aussi dit que tu le mettais de côté pour plus tard. Quand j'ai demandé, 60 000 $ étaient déjà partis. Le visage de Martine s'est durci. Pourquoi remets-tu ça sur le tapis? Parce que le problème n'a pas été résolu. Dois-je me prosterner et implorer ton pardon? Je n'ai pas besoin de ça, maman. Benoît a dit lentement. J'ai juste besoin que tu comprennes. À partir de maintenant, mon argent, ma maison et l'argent de mon enfant. Personne ne décide dessus sauf moi. Martine m'a regardé, puis Benoît. Elle t'a appris à parler comme ça, n'est-ce pas? Benoît a immédiatement répondu, non. Elle a été stupéfaite. Personne ne m'a appris. Je parle pour moi. Armand a posé son journal. Martine, ça suffit. Elle a fusillé son mari du regard. Tu veux me faire la morale aussi? Armand a soupiré. Je suis aussi fautif. Toute la pièce est restée silencieuse. Tout ce temps, je t'ai regardé tout décider et je suis resté silencieux. Je pensais que la chose la plus importante était la paix du ménage. Mais la paix obtenue par une personne qui parlait le reste qui cède n'est pas une vraie paix. Il a regardé Rachel. Rachel a créé cette dette. Il a regardé Benoît et Benoît a choisi cette faiblesse. Finalement, il m'a regardé et Clara l'a enduré trop longtemps jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Nous étions tous surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'Armand dise cela. Rachel n'avait toujours pas abandonné. Elle a tiré sa chaise plus près. Benoît, tu n'as pas besoin de 150 000. Prête-moi juste 20 000. Je promets de te les rendre. Benoît a secoué la tête. Non, pas même 20. Alors, tu vas les laisser venir à mon bureau? Benoît a regardé sa sœur longtemps. Je t'accompagnerai pour les rencontrer si nécessaire. Je t'aiderai à faire une liste de tes dettes, à vendre ton stock, à réduire tes dépenses et à négocier un calendrier de paiement. Si j'ai de l'argent supplémentaire, j'aiderai. Il a fait une pause. Mais je ne contracterai pas un nouveau prêt pour payer ta dette. Rachel a pleuré hystériquement. Martine s'est immédiatement levée. Benoît, dois-tu faire ça à ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Refuser d'aider. Comment appelles-tu ça? Appelles-tu mon action de ne pas me traîner dans la dette sans cœur? Martine a claqué la coudoir de la chaise. C'est ta chair et ton sang. Si une femme ne convient plus, tu peux la divorcer et en trouver une autre. Tu n'as qu'une seule sœur pour le reste de ta vie. Je suis resté figé. Rachel était également silencieuse. Armand a crié, Martine, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est Benoît qui m'a le plus surprise. Il s'est levé très lentement. Maman, tu viens de dire qu'une femme peut être remplacée si je veux une autre. Martine a semblé réaliser qu'elle avait dérapé, mais a quand même essayé de se justifier. Je veux juste que tu saches à quel point les liens du sang sont importants. Benoît a eu un sourire triste. Clara est ma femme. Alice est ma fille. Elles sont aussi ma famille. Martine était sur le point de parler, mais Benoît a levé la main. Je suis déjà sur le point de perdre ma femme. Et tu penses encore qu'une femme peut être remplacée? La pièce est tombée dans un silence de mort. Benoît a continué, j'ai eu tort de penser que la colère de maman était plus effrayante que la tristesse de Clara. Je n'arrêtais pas de demander à ma femme d'être patiente parce que je savais qu'elle serait patiente. Il m'a regardé un instant puis de nouveau sa mère. Mais à partir de maintenant, je ne contracterai pas de nouveaux prêts. Je ne toucherai pas à cette maison. Je n'utiliserai pas l'argent d'Alice. Et je ne prendrai rien appartenant à Clara pour régler la dette de Rachel.
Martine a demandé, sa voix tremblante, alors, tu choisis ta femme et tu abandonnes ta mère? Benoît a secoué la tête. Je ne choisis d'abandonner personne. J'arrête juste de faire ce qui est mal pour te rendre heureuse. Martine a détourné le regard. Rachel a couvert son visage en pleurant. Je me tenais là, entendant les mots que j'avais espérés pendant des années que Benoît dirait, mais je n'ai pas ressenti le soulagement que j'avais imaginé. Il y a des portes qui, si elles sont ouvertes au bon moment, deviennent le chemin du retour. Mais si elles sont ouvertes trop tard, parfois, ce n'est suffisant que pour voir que la personne de l'autre côté s'est trop éloignée. Alors que j'étais sur le point de partir, Benoît m'a suivi dans le couloir. Il ne m'a pas tenu la main. Je comprends maintenant, Clara. Je l'ai regardé. Je pouvais dire qu'il avait dégluti difficilement. Je ne te demanderai plus de revenir. Ta décision, je la respecterai. J'ai hoché la tête. Benoît a fait une pause un instant, puis a dit à propos de l'appartement, nous devons nous asseoir ensemble pour le régler correctement. Pour la première fois, il n'a pas dit « notre maison ». On prendra notre temps. Il a parlé comme quelqu'un qui comprenait enfin que chaque décision a son prix. 3 jours après la conversation à l'appartement, Benoît et moi sommes allés ensemble au bureau de Maître Lemaire. Il n'y avait pas de belle-mère ni de Rachel. Sur la table, il n'y avait que les documents de l'appartement, les relevés bancaires et 2 personnes qui avaient un jour cru qu'elles vivraient ensemble pour toujours. Maître Lemaire a ouvert le dossier. Avez-vous tous deux convenu de la façon de régler cette propriété? Benoît m'a regardé, puis a dit, nous voulons la vendre. J'ai hoché la tête. Cette décision n'est pas venue du jour au lendemain. 2 jours auparavant, Benoît et moi nous sommes assis dans un café près de l'école d'Alice, parlant pendant presque 2 heures. Il m'a demandé, veux-tu garder l'appartement? J'y ai réfléchi et j'ai secoué la tête. Non. Benoît était légèrement surpris. Tes parents ont le plus contribué. Si tu veux le garder, je peux calculer ma part. Je l'ai regardé. Je ne veux plus vivre dans cette maison. Je savais que si je la gardais, chaque recoin de cet appartement serait lié à trop de choses que je ne voulais plus porter. Vendons-le juste. Nous calculerons clairement les parts. Benoît n'a pas objecté. Il n'y avait que 2 adultes qui prenaient la responsabilité de leurs décisions. L'appartement a été visité par des agents immobiliers quelques jours plus tard. Après 3 ans, la valeur marchande avait considérablement augmenté. L'agent a regardé autour de lui et a dit, cette unité est bien entretenue, de superbes parquets, 3 chambres. Si vous n'êtes pas pressé, affichons-la à un prix juste et nous aurons certainement des offres. Martine a appris que nous vendions la maison. Dès que l'agent immobilier est parti, elle est sortie de sa chambre. Son visage a changé. Tu la vends vraiment? Benoît a répondu, oui, maman. Alors où vivront ton père et moi? Je m'en occuperai plus tard. Maman et papa retourneront à Spokane. La vieille maison est toujours là. Je paierai les réparations. Martine m'a regardé. Tu as demandé le divorce et tu vends la maison. Tu veux mettre toute notre famille dehors juste pour être satisfaite, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, Benoît a parlé. Maman, cette maison est à mon nom et à celui de Clara. Nous avons tous les 2 convenu de la vendre. Elle s'est tournée vers son fils. Tu veux la vendre aussi? Oui, maman. J'ai déjà laissé ma femme atteindre ce point de rupture. Benoît a regardé sa mère longtemps. Personne ne m'influence. C'est ma décision. Martine était à court de mots. Armand est entré du balcon. Ça suffit, Martine? Elle s'est retournée. Ça suffit quoi? Retourner dans notre ville? Comment allons-nous vivre? Armand a répondu calmement. Notre maison là-bas est toujours debout. Si le toit fuit, nous le réparons. Si la vieille salle de bain est mauvaise, nous la rénovons. Nous y avons vécu pendant des décennies. Pourquoi ne pourrions-nous pas maintenant? Martine a dit, ici, il y a un ascenseur près de l'hôpital. Tout est facile. Armand a hoché la tête. Oui, c'est facile. Mais c'est une facilité fournie par les enfants qui nous abritent. Pas quelque chose que nous avons le droit de garder pour toujours. Elle est restée silencieuse. J'ai détourné le regard. Je ne voulais pas gagner contre elle.
Je voulais juste que tout revienne à ses limites appropriées. La réaction de Rachel fut plus dure. Elle est sortie et a demandé à Benoît, si la maison est vendue, où vais-je vivre? Benoît a répondu, tu loueras un appartement. Tu dis ça si facilement. Avant de vivre ici, tu louais aussi. Rachel a mordu sa lèvre. Maintenant j'ai des dettes. Où vais-je trouver l'argent pour le loyer? Benoît a dit, j'aiderai avec la caution et le premier mois de loyer. Le reste, tu te débrouilles. Rachel l'a regardé incrédule. Tu m'abandonnes vraiment. J'aide dans la limite de mes moyens. Benoît a montré du doigt les piles de carton dans la chambre de Rachel. Fais l'inventaire de tout ton stock. Vends tout ce que tu peux. Je t'accompagnerai pour faire une liste de tes dettes et négocier avec les créanciers, mais je ne contracterai pas un autre prêt. Rachel a pleuré. Cette fois, Benoît n'a pas changé d'avis. Dans les semaines suivantes, des acheteurs potentiels ont commencé à venir voir l'appartement. Je n'y allais que si j'avais besoin de signer quelque chose ou de prendre mes affaires. Alice est restée avec moi chez Denise. Benoît voyait sa fille selon le calendrier que nous avions convenu. Environ un mois plus tard, nous avons reçu une offre convenable. Avant le jour de la clôture, Benoît m'a appelé. Tu es sûr? J'ai regardé le salon qui commençait à se vider. Je suis sûr. Il a hoché la tête. Le jour de la signature, Benoît et moi étions tous les deux là. Pas de drame. Personne n'essayait de vendre des biens en secret. Nous avons lu chaque clause et signé ensemble. Alors que le stylo quittait la dernière page, je me suis souvenu d'il y a 3 ans. Les mêmes deux noms étaient côte à côte sur l'acte de propriété. Ce jour-là, j'avais l'impression de fonder une famille. Aujourd'hui, nous avons signé pour clore le chapitre du plus grand bien de notre mariage. Après que tout fut réglé, l'argent de la vente fut divisé selon notre accord écrit. Sur la base des preuves de fonds et des contributions respectives, Martine et Armand retournèrent à leur ancienne maison à Spokane. Benoît engagea des entrepreneurs pour réparer le toit, rénover la salle de bain et peindre les murs humides. Rachel loua un petit studio à quelques kilomètres de son bureau. Elle vendit son stock, cessa d'acheter de nouvelles marchandises et commença à rembourser sa dette, selon le calendrier négocié. Sans personne prête à la renflouer avec l'argent des autres, Rachel fut contrainte de faire face aux conséquences qu'elle avait elle-même créées. J'ai entendu cette histoire de Rachel elle-même lorsqu'elle m'a envoyé un message pour me demander un document oublié. Je ne me suis pas réjoui de leurs difficultés. Je n'ai pas non plus ressenti de victoire parce que Martine avait dû quitter Seattle. Tout ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement, comme une pièce qui était restée fermée trop longtemps. Finalement, une fenêtre s'était ouverte. Le jour de la remise des clés, presque tous les meubles avaient été déménagés. Je me suis tenu au milieu du salon vide, regardant l'endroit où notre canapé se trouvait. J'ai vérifié les tiroirs pour la dernière fois, j'ai tenu la clé et j'étais sur le point de partir. Benoît a appelé, Clara. Je me suis retourné. Il se tenait sous la lumière du salon qui était toujours allumée. Il a demandé très doucement, supposons que j'ai agi plus vite ce jour-là. Les choses seraient-elles différentes pour nous? J'ai regardé l'homme qui avait été une partie importante de ma vie, à l'intérieur de la maison qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il y a des questions qui n'ont plus besoin d'une réponse juste ou fausse. J'ai regardé Benoît longtemps et j'ai ensuite répondu, je ne sais pas, il a légèrement froncé les sourcils. J'ai continué, je ne sais pas si le fait que tu aies agi plus vite ce jour-là aurait changé les choses. Peut-être oui, peut-être que les fissures étaient déjà là. Mais puisque nous en sommes déjà là, ne vivons plus dans le supposons. Benoît a baissé les yeux. Le salon vide était silencieux. Je comprends. J'ai hoché la tête. Ce fut notre dernière conversation dans cet appartement. Quelques mois plus tard, notre procédure de divorce fut finalisée. Il n'y eut pas de bataille acharnée au tribunal. Nous avons écouté ce qui devait être entendu, signé ce qui devait être signé, puis sommes sortis dans des directions différentes. Alice est restée avec moi pour que son école et sa routine restent stables. Benoît payait la pension alimentaire comme convenu. Les week-ends où chaque fois qu'il avait le temps, il venait toujours chercher Alice, l'emmenait manger, à la librairie, ou visiter ses grands-parents. Je n'ai jamais dit à ma fille que son père était une mauvaise personne. Parce que Benoît n'était pas une mauvaise personne.
Il était juste trop lent à mûrir dans un rôle qui exigeait de lui de mûrir tôt. Un dimanche après-midi, Benoît a ramené Alice à la maison après qu'ils aient regardé un film. Ma fille est entrée en courant la première. Maman. Papa m'a acheté le livre d'histoire que je voulais. J'ai souri. As-tu remercié papa? Oui, maman. Benoît se tenait à la porte, tenant la petite veste d'Alice. Je l'ai prise. Tu veux entrer pour boire un verre? Il a secoué la tête. Pas besoin. Je vais juste rentrer. Alice était déjà partie dans sa chambre. Il n'y avait que nous deux à la porte. Benoît a regardé mon nouvel appartement et a demandé, c'est confortable ici? Oui. Cet appartement était plus petit que l'ancien. 2 chambres, un salon juste assez grand pour un petit canapé et une table à manger à 4 places, pas de balcon spacieux, mais je sentais que j'avais plus d'espace pour respirer. Benoît a regardé autour de lui et a dit, j'ai toujours pensé que tu étais plus forte que ma mère. J'ai demandé, ce qui veut dire, chaque fois qu'il y avait un problème, je pensais que ma mère était la plus dure, tandis que toi, tu étais plus compréhensive. Si maman était fâchée, toute la maison le savait. Si tu étais fâché, ça passait vite. Il a souri très tristement. Je pensais que parce que tu étais plus forte, tu pouvais gérer. Je l'ai regardé. Précisément parce que je pouvais gérer, tu m'as laissé continuer à gérer continuellement. Benoît est resté silencieux. Après la fin d'un mariage, il y a des choses dont on parle non pas pour blâmer. Il s'agit juste de comprendre où se trouvait l'erreur pour ne pas la transporter dans le prochain chapitre de sa vie. Avant de partir, Benoît a dit, je suis désolé. J'ai répondu, je sais. Cette fois, l'excuse n'a pas fait fondre mon cœur pour que je revienne, mais elle ne m'a plus blessé non plus. Après le divorce, ma vie n'est pas devenue instantanément belle comme dans un conte de fées. Je devais encore travailler. Il y a eu des mois où j'étais si occupé qu'en rentrant à la maison, je voulais juste m'allonger. Je devais être plus prudente dans la gestion des dépenses car il n'y avait plus de sources de revenus. Mais cette lutte était différente d'avant. J'étais fatigué à cause de mes propres responsabilités, non pas fatigué de porter le poids des responsabilités imposées par les autres. Armand appelait occasionnellement pour demander comment allait sa petite fille. Lui et Martine étaient confortables dans leur ancienne maison. Martine m'appelait rarement. Une fois, elle a appelé juste quand Alice était assise à côté de moi. Elle a demandé, comment va l'école de ma petite fille? Bien, grand-mère. Sa voix s'est adoucie. Est-ce que grand-mère peut lui parler un instant? J'ai tendu mon téléphone à Alice. Je ne lui ai pas interdit d'être grand-mère pour ma fille juste parce qu'elle avait été une belle-mère qui m'avait blessé. Rachel n'a plus acheté de nouveaux stocks pour couvrir ses pertes. Elle travaillait, vendait son stock restant et payait sa dette selon le plan. Sans personne prête à la tirer d'affaire avec l'argent de quelqu'un d'autre, Rachel fut contrainte de faire face aux conséquences qu'elle avait elle-même créées. Et j'ai recommencé avec de petites choses. Un ensemble de rideaux de couleur crème, une petite table à manger, des plantes en pot près de la fenêtre et un nouveau coin étude pour Alice. Dès que nous avons emménagé, elle a rangé avec enthousiasme ses livres sur l'étagère elle-même. Je lui ai acheté un bureau qui s'adaptait parfaitement dans le coin le plus lumineux de la pièce. Le premier soir dans la nouvelle maison, Alice a sorti son livre de mathématiques. Maman, je vais faire mes devoirs. Je me suis approché et j'ai allumé le plafonnier, puis aussi sa lampe de bureau. 2 sources de lumière éclairaient les pages de son livre. Alice a levé les yeux. Maman, allumer 2 lumières gaspillent de l'électricité. Ma main s'est arrêtée. J'ai regardé ma fille et j'ai ri. Ça gaspille un peu. Ma fille a raisonné, éteignons en une alors. J'ai tiré une chaise et je me suis assise à côté d'elle. Pas besoin. Pourquoi? J'ai caressé ses cheveux. L'argent pour l'électricité. Maman peut toujours en gagner, mais tes yeux et ton confort pendant que tu étudies. C'est ce que maman ne lésinera jamais. Alice a souri. Alors je vais étudier maintenant. D'accord, assieds-toi bien droit. D'accord, maman. Elle a baissé les yeux pour faire son travail. Je me suis assise à côté d'elle, regardant les 2 lumières qui restaient allumées. Personne n'est venu les éteindre. Personne n'a fait croire à ma fille que ses besoins fondamentaux étaient un fardeau pour quelqu'un d'autre.
C'est alors que j'ai compris que mon mariage ne s'était pas effondré à cause d'une seule ampoule. Cette ampoule n'avait fait qu'illuminer les choses que j'avais intentionnellement ignorées pendant 3 ans. Une belle-mère qui croyait que son droit de décider était supérieur aux limites de sa belle-fille. Un mari qui savait que sa femme était désavantagée mais qui a choisi de rester silencieux parce que c'était plus facile que d'affronter sa mère. Et une femme qui pensait un jour qu'une patience illimitée était le moyen de garder une famille intacte. Un mariage ne peut survivre qu'avec une seule partie reculant constamment pour que l'autre puisse avancer. La dévotion envers les parents ne signifie pas sacrifier les intérêts de sa femme et de son enfant pour leur plaire. Je ne pense pas que chaque conflit entre belle-mère et belle-fille doive se terminer par un divorce. Chaque famille a des frictions, mais la tolérance doit aller de pair avec le respect. La patience doit avoir une limite et les adultes doivent prendre la responsabilité de leurs propres choix. Ce que j'espère le plus après tout cela, ce n'est pas que Martine ait des regrets ou que Rachel souffre. J'espère juste qu'un jour Alice grandira et comprendra qu'aimer une famille ne signifie pas s'effacer pour rendre tout le monde heureux.